Salut, ça va ? Coucou. Ça va très bien. Salut. Ça fait déjà 6 épisodes. Je suis ému. 6, putain, Ouais. j'avoue, c'est passé vite. C'est jeune et vieux en même temps. C'est chouette. Ouais. Comme le dernier épisode, du coup, on rejoint des thèmes sur l'âge. C'est super. Bon, bah, salut mes petits lièvres de Mars alors. Les traditions, rites, rituels et habitudes rendent la vie douce, nous permettent d'affronter une existence faite d'incertitudes, et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que vous écoutez assidûment l'horreur du dimanche. Ce sont des moments de partage, de célébration, d'inquiétude, de deuil. Ce sont des repères. Ritualisés, on le fait depuis longtemps pour se rassurer, se raconter l'indicible, entrer en contact avec les forces invisibles qui régissent le monde et figent notre destin. À l'écran, l'engagement du spectateur est garanti et l'angoisse peut alors le gagner dès lors que la mise en scène est adéquate. Irruption brutale du surnaturel au cours d'une cérémonie, succession de couleurs vives, savant mélange de la musique et des cris, frénésie des corps qui s'agitent, l'effet de sidération est alors imparable. Je suis confronté à l'inconnu, bousculé entre curiosité et terreur absolue. Un disclaimer cependant sur les films dont on va parler ce soir. Au cours des films, la représentation, disons, folklorisante des campagnes et de leurs habitants est un ressort constant quelque peu étrange. J'ai longuement vécu moi-même en pleine campagne et si loin que je puisse m'en rappeler, ni mes voisins, ni ma famille, ni moi d'ailleurs, n'avons été tentés de construire une statue géante en osier pour y brûler un policier ou n'avons été possédés par un esprit malin. Vous pouvez donc quitter Paris en toute sécurité et comme la tradition le veut, je suis accompagné de Léo. Ça va Léo ? Ça va plutôt bien, oui. Il fait un peu chaud, mais ça va. Ouais, on est moite. Hein. Ouais. Très Ouais. mouette. Lola, ça va Lola ? Très bien. Comme Léo, je coule de ma chaise. Ouais. Et Camille ? Salut, moi ça va. Bon. Tu coules pas de ta chaise, toi ? Non, ça va. Genre, t'as pas chaud. Je te jure, La ça meuf va. fait genre. Non, mais la Elle a meuf, plus son ça va. éventail, elle a plus son éventail. Elle a Non, pas chaud. ça va là. non, mais elle ment. Mais bon. On verra, on en reparle dans 20 minutes. Bon, alors comme je le disais, c'est trop bien. On est au 6e épisode, on est trop contents. Et comme d'habitude, tout ça est possible grâce à Brice, a.k.a. Jesus Bryce, notre prophète de l'audio, C'est bien. qui est content d'être là lui aussi. T'es content, Brice ? Ouais, n'exagère pas. On commence tout de suite avec les films du jour et on va commencer par The Wicker Man. Je pense que c'est peut-être le plus ancien des films qu'on va aborder ce soir. Donc on commence par The Wicker Man de 1973. I suspect murder. We don't commit murder up here. We're a deeply religious people. Where is Rowan Morrison? Take the flame inside you, burn them down below. Fire seed and fire feed and make the baby grow. You wouldn't want to be around here unaided. Not the way you feel. Take the flame inside Where is Rowan Morrison? fire seed and fire feed and It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hail the Queen of the May! Hail the Queen of the May! You simply never understand the true nature of sacrifice. Ah là là, The Wicker Man 1973, je le précise à nouveau pour pas qu'on confonde avec l'infâme remake de 2006 avec Nicolas Cage. J'ai beaucoup d'amour pour Nicolas Cage, mais Bah oui, on sait. The Wicker Man. Mais un peu moins que pour remakes, Keanu Reeves. Un peu moins que pour Keanu Reeves. Ouais. Donc The Wicker Man, film de Robin Hardy, film britannique. D'après un scénario d'Anthony Sheffer, et on peut aussi retenir, pour continuer dans le name dropping, Seamus Flannery au décor et Paul Giovanni à la musique. Je le dis parce que c'est quand même... Ah oui, Paul Joe. Ouais, Paul Joe, ouais. C'est bien, toi, Léo. Il a fait que ça. Mais je donne leur nom parce que c'est un film qui a été difficile à faire et qui a essentiellement en fait été créé par ces 4 personnes-là. Pourquoi difficile à faire ? Je vous en parlerai un petit peu après, mais c'est un film qui s'est fait un peu à contre-courant des films de l'époque. Okay. Donc un petit mot sur Robin Hardy, le réalisateur. C'est un type qui avait essentiellement fait de la pub avant et un peu de documentaire et qui n'a pas fait grand-chose par la suite. Et puis surtout un mot sur Anthony Sheffer, qui est donc le scénariste
du film, à qui on doit le limier, Sleuth en anglais, mais la pièce, pas le film. Moi, je connais le limier dans Game of Thrones, mais c'est tout. Non, Rien à voir. non, rien à voir. Ok. C'est aussi lui qui a écrit le scénario de Frenzy d'Hitchcock, donc un monsieur qui était quand même assez important. Ok. Au casting, on retrouve l'immense Christopher Lee. Christopher Lee qui avait fait jusqu'à maintenant beaucoup de films pour la Hammer, donc qui était cette société de production dans les années 50-60 qui produisait énormément de films, enfin même avant, parce que le pré-film de la Hammer, je pense que doit commencer dans les années 30, donc qui avait produit énormément de films d'horreur dans ces années-là. Et donc Christopher Lee, c'était Dracula dans le film de 58, et puis vous le connaissez peut-être pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Saruman, mais il a fait énormément de choses entre deux. Moi, je savais pas que c'était ça. Si, très grand monsieur. C'est Comte Dooku dans Star Wars aussi. Comte Dooku, bien sûr. Ouais. Ah ouais, putain. Voilà. Qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est décédé en 2015 ou un truc comme ça. Voilà, on retrouve aussi une actrice qui s'appelle Britt Ekland, qui joue le rôle du personnage de Willow, qui est une actrice suédoise qui a été une star en fait dans les années 60-70, qui a fait énormément de films, et puis pour la petite anecdote, qui a été en couple avec Rod Stewart. Et qui ressemble à Brigitte Bardot. Exactement, ouais. Bardot. Brigitte Bardot, Voilà, qui n'est pas Brigitte Bardot, qui est une autre dame que je connais très bien. Voilà. Non, Brigitte Bardot, grande époque. Ouais, non, mais elle a effectivement un petit côté Brigitte Bardot, jolie, très très belle. Edward Woodward, donc, qui joue le rôle principal, le sergent Howie, l'officier Howie, pas le sergent, je sais pas, il est peut-être capitaine en fait, j'en sais rien. Donc lui, c'était essentiellement quand même un acteur de télé. Il a fait quelques films, un peu de série B aussi également avant, mais voilà. Et puis il y a également Ingrid Pitt qui joue je crois qu'elle joue la bibliothécaire ou l'institutrice. Ah, je sais jamais. C'est l'institutrice. Est-ce qu'elle a un rapport avec Brad ? Je ne crois pas, non. En tout cas, c'est pas la mère de Brad Pitt, parce que j'ai déjà vu des photos de la mère de Brad Pitt et ça lui ressemble pas. Et non, Ingrid Pitt, on la connaît parce qu'elle a joué dans bon nombre de films de la Hammer aussi, en fait. Okay. Donc elle connaissait Christopher Lee, tout ça. Donc un petit résumé du film. Neil Howie, policier écossais, fervent catho, enquête sur la disparition de la jeune Rowan Morrison, comme on dit en écossais, sur l'île de Summer Isle. Il va rapidement être confronté aux coutumes étranges des autochtones. Chansons grivoises, orgies en plein air, dégustation de crapauds pour soigner les angines. Ça marche bien. Ça a l'air en tout cas. Ces pas vont finalement le mener à la grande fête des récoltes du 1er mai, rituel sacrificiel destiné à apaiser les divinités païennes de l'île pour rétablir sa prospérité à l'île, j'entends. Voilà. Donc c'est un film, pour terminer sur le contexte un petit peu historique du film, c'est un film qui est fondateur du sous-genre qu'on appelle la folk horror. Donc ces films qui mettent en avant la puissance de la nature, en général une forme de paganisme, si on peut utiliser ce gros mot, voilà, et donc des cultes un petit peu païens qui sont mis en scène avec des rituels, voilà. Bon, c'est un sous-genre du film d'horreur qui est né dans les années 70 et puis qui a en fait pas connu énormément il n'y a pas énormément de films à cette époque-là qui sont inscrits dedans. Il y en a eu peut-être beaucoup plus dans les années qui ont suivi, et puis récemment on en voit pas mal émerger, notamment quand vous regarderez le film, si vous l'avez pas déjà vu, vous pourrez pas vous empêcher de penser à Midsommar d'Ari Aster. Évidemment. La Reine de Mai, c'est voilà, pareil, c'est dont en fait, on parle quasiment tout le temps en fait. Oui, et puis cette divinité qu'ils invoquent pour voilà. Leur culture, leur récolte. Pour les légumes. Voilà. Ouais, pour les grosses courgettes. Donc c'est... Tu couperas au montage. c'est donc un film fondateur de ce sous-genre, et donc pour ça il est, je pense, historiquement important. Il est aussi important parce que c'est un film qui a été compliqué. C'est un film qui a eu un tournage difficile, une distribution difficile, une post-production difficile. Enfin, tout a été difficile. Toutes les étapes du film ont été difficiles. Pour vous donner encore un petit peu d'éléments de contexte, le budget a été extrêmement limité. Je crois qu'il s'élève, je ne vais pas dire de bêtises, mais parce que c'est des sommes qui sont plus tellement comparables aux sommes qu'on met dans le cinéma aujourd'hui, mais que c'était en dessous de 500 000 livres.
Et le film est censé se passer pendant le printemps, en tout cas début mai. Et en fait, il a été tourné pour des raisons, encore une fois, d'économie en plein hiver en Écosse. Il y avait des jours où il neigeait. Apparemment, quand on regarde le making-of, ils expliquent que voilà, ils étaient obligés de se couvrir dès qu'ils étaient en t-shirt. Dès que la caméra était éteinte, ils étaient obligés de se couvrir et de mettre des manteaux énormes parce qu'en fait, il faisait extrêmement froid. Ils ont tourné beaucoup de scènes en intérieur parce qu'il pleuvait. Et puis, dès qu'il y avait un rayon de soleil, ils allaient tourner les scènes en extérieur. Enfin, un tournage très, très compliqué. Parce qu'ils dansent nus dans à peu près tout le film. Ils sont à poil. Beaucoup. Donc, non, mais ils sont pas vieux. Non, ils sont. Non. Il y a effectivement beaucoup de scènes de pour nus. Pour le plus grand plaisir de Léo. Heureusement, ouais. Il y a beaucoup de scènes de nus, il y a beaucoup de scènes où les gens sont légèrement vêtus. Enfin, il y a beaucoup de scènes de danse dehors, enfin, beaucoup de scènes d'extérieur. Donc, on imagine que tourner ça à des températures proches de zéro, ça n'a pas dû être simple. L'exploitation du film a aussi été contrariée. Parce que, alors c'est assez complexe, je ne pourrais pas vous donner tous les tenants et les aboutissants de l'époque, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce film avait été envisagé comme un film un peu un télo en fait à l'époque. Il avait été écrit par Anthony Sheffer et surtout beaucoup poussé par Christopher Lee qui voulait sortir de son rôle de Dracula, sortir de ses rôles de films de la Hammer et donc il voulait proposer ce film avec un scénario qui s'élevait un petit peu au-delà des standards du genre horrifique de l'époque. Et il dit que c'est son meilleur film. Il dit que c'est son meilleur film et il n'a pas été payé pour tourner dedans. Pourquoi parce qu'en fait, ses frais à lui habituels étaient impossibles à financer par la production du film, et donc il a accepté de le faire sans être payé. Il dit bénévolat, quoi. Il dit lui-même dans le documentaire, dans le making of, que il peut montrer le contrat qu'il a et qui dit qu'il n'a pas été payé, qui est la preuve, quoi. Respect. Donc ça, c'était pour le tournage, mais les suites ont été très difficiles. Je vous disais, il y avait vachement compliqué d'exploiter le film. Ils ont essayé initialement, la personne qui devait s'occuper de la distribution aux États-Unis, c'était Roger Corman, qui était un grand nom, pareil, de la production cinématographique de l'époque, et notamment des films d'horreur. On lui a retiré les droits de distribution, la boîte de prod lui a retiré les droits de distribution, donc il n'a pas pu s'en occuper, et le film a été mutilé au montage et distribué en Angleterre dans une version qui est très éloignée, on semble comprendre, à 20 minutes près, mais en tout cas à 20 minutes importantes d'après le réalisateur. Donc dans une version très éloignée de la version que Robin Hardy avait en tête. Néanmoins, il a quand même rencontré un énorme succès critique et un énorme succès populaire, alors qu'il était très très mal distribué, et donc c'est ce qui fait que ce film, malgré toutes ses embûches, a aujourd'hui encore une aura culte et a connu beaucoup de descendants. Donc on parlait de Midsommar tout à l'heure, mais en fait tous les films de folk horror d'aujourd'hui, on pourrait citer The Witch, on peut citer des films dont on parlera peut-être tout à l'heure, genre The Ritual, énormément de films qui mettent en évidence comme ça des cultes païens. Mais Ari Aster, il parle clairement de The Wicker Man ou pas? Moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est probablement. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est assez obvious, mais est-ce que je serais intéressée de voir s'il en a vraiment parlé ouvertement pour Midsommar, mais c'est sûr que oui. Je pense que oui, il a repris la Reine de Mer. Oui, c'est sûr que... à la base, je crois que ça fait quand même partie du folklore nordique de toute façon, mais... après, c'est pas dans les mêmes pays non plus, donc je sais pas quel est le folklore. Non, là c'est plutôt... Alors, ils en parlent pas tellement, mais c'est surtout le folklore celte au sens large dont ils parlent qui a inspiré donc ils ont fait des repérages, ils ont filmé des danses populaires dans des villages et tout ça, enfin pour documenter un petit peu le film avant de le tourner. Donc c'est pas exactement le même folklore, mais enfin je veux dire le film est quand même hyper proche, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, donc je vous ai donné quand même beaucoup d'éléments d'histoire, mais je pense que c'est un film qui est un peu classique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est un film qui a été reprojeté beaucoup de fois, dont on a beaucoup parlé, qui a fait beaucoup de bruit. Donc il y a fort à parier que vous l'ayez vu. Puis si vous ne l'avez pas vu, comme ça vous avez des éléments avant de l'aborder. Donc film que moi j'ai trouvé hyper intéressant, même s'il y a des choses qu'on vieillit dedans. Il y a quand même... quand même des scènes qui sont extrêmement dérangeantes. Il y a une scène de danse nue où l'actrice Britt Ekland, qui joue le personnage de Willow, essaye d'attirer le personnage du policier
de l'attirer dans sa chambre. Et lui, comme le faisait remarquer Diane avant qu'on enregistre, un PAM, donc un pas avant le mariage, lui, il est embêté, quoi. Il veut y aller, mais il veut pas y aller, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de scènes qui sont assez gênantes. Il y a l'implication des enfants dans des chansons grivoises, dans des cultes un peu. Oui, c'est vrai que... Enfin, il y a des trucs. Sympa à l'école. Ça chante. Moi, j'avais pas ça à l'école. Tu sais, on dirait un peu l'image que se font les gens un peu de droite qui ont peur des woke, tu vois, dans les écoles. On leur apprend des trucs de ouf et tout, quoi. Mais ça ne parle que de symbolique phalliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, il n'y a pas un mot qui sort normalement, quoi. Phallique. Pardon. Phalliste. Oui, c'est vrai. T'as les petits enfants qui dansent autour d'un espèce de pénis géant en bois. De toute façon, toi, t'as rendez-vous avec ton psychanalyste un peu plus tard. Juste après. C'est bon. Ouais, non, on est sauvés pour le prochain épisode. Donc non, il y a beaucoup de... La sexualité était quand même au centre du film, avec d'un côté donc, le personnage d'Howie qui est vierge. Très puritain, très catholique. Et de l'autre côté, une espèce de... J'ai vraiment rien compris. Il le disait à la fin du film, c'était la condition pour le rituel, il fallait qu'il soit vierge. Ça, c'est un gros spoil, mais c'est pas grave. Vous l'avez déjà vu. C'est pas un gros spoil, parce qu'on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Non, mais... Donc voilà, t'as toute une ambiance tout un build-up au début du film avec beaucoup de chansons, beaucoup de scènes de danse, beaucoup d'extérieur, beaucoup de répétitions pour amener la scène finale, qui est une espèce d'apothéose géniale, quoi, où tu vois la statue du dieu d'osier, du géant d'osier, dans laquelle le policier va être enfermé. Oui. Mais voilà, moi j'adore je trouve que ce film est vraiment chouette. Je l'avais vu la première fois que je l'ai vu, c'était il y a une dizaine d'années. Je pense que j'avais pas tous les éléments pour le comprendre, mais là je l'ai revu avec un plaisir assez dingue, quoi. Puis en plus c'est pas très long, ça dure 1h25. Enfin c'est vraiment, puis on sent la marque du grand film, quoi, la marque du classique. On sent l'empreinte quand on le regarde. Vous avez aimé? Ouais, moi j'ai aimé clairement. Ça m'a fait un peu penser à, tu sais, un peu tous ces films du nouvel Hollywood qui cassent un peu les codes. Alors par contre, voilà, premier point. Moi j'ai commencé le film en étant instantanément pris d'une certaine similarité avec Troll 2. Les personnages, les habitants de cette petite bourgade du coup de l'île. Ont un jeu d'acteur assez similaire aux habitants de Nilbog dans Troll 2. Ouais, mais c'est un très bon. C'est probablement ce qui te pousse à dire similaritude au lieu de similitude. Ouais. Je le dis parce que je n'arrive pas à parler. J'ai même pas entendu. Ça va être un bel épisode, je pense. Ouais. Mais bon, après, tu vois, il fait chaud. Effectivement, il fait chaud et puis c'est un petit côté Troll 2, donc on a similaritude, on a le droit. Ça passe. Après, au-delà de ça, c'est vrai que genre il y a cette vibe un peu nouvelle Hollywood, je trouve, dans ce film qui bouscule un peu les codes, qui parle de choses dont le cinéma voulait pas forcément trop parler avant non plus. Moi, il y a quand même, on en parlait avec Camille avant aussi, pareil, ça m'a fait un peu penser dans l'étrangeté à Twin Peaks par exemple, où t'es jamais trop sûr dans quel univers t'es, quelles sont les règles de cet univers-là. C'est assez étrange. Après, moi, j'ai pas trop compris en fait le propos du film. Merci, tu parles pour moi. J'ai pas besoin de faire ma partie. C'est plus que j'étais assez perturbé. En fait, je comprends pas si le film veut faire de nous des réacs. J'ai un peu un doute là-dessus. J'espère que c'est pas le cas. Je pense pas que ce soit le cas. Mais en fait, du coup, le personnage principal, flic catholique, qui est du coup, c'est dit dans le film, porté en tant que martyr, du coup, quoi. Ouais. Je comprends pas trop le propos du film avec ça. Je sais pas trop ce qu'on essaye de me dire, de me raconter sur l'opposition entre catholicisme britannique ou écossais, du coup, dans ces années-là, l'importance de la religion, l'importance des mouvements hippies ou du coup même du paganisme dans des régions d'Écosse reculées. Je sais pas trop où le film se situe avec ça et ça m'a un peu perturbé, mais à part ça, j'ai beaucoup aimé le visionnage du film. Ouais. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, sur ce que sur cette réserve que tu as par rapport au film. Moi, j'ai l'impression qu'elle est, en tout cas dans le contexte de l'époque, que c'était peut-être pas un truc trop calculé, tu vois. Les gens, ils sont allés un petit peu en tant que défricheurs, tu vois. Ils se sont dit, ouais, on va faire un film différent, un film d'horreur différent sur un culte, un film déjà d'horreur qui se passe 2 jours, sur des anciennes religions, et ça s'inscrivait quand même dans un
truc de l'époque un peu New Age, tu vois, où... Oui, mais c'est surtout la figure du coup du flic revendiqué très catho, en fait, ouais. je trouve. Oui, et qui meurt en martyr, quoi. Enfin, pour pas spoiler, mais en spoilant. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être un élément, je pense, qui n'a pas été tellement calculé, parce que je suis pas sûr que... Mais après, c'est bien, je trouve que ça donne matière à réfléchir, et le film est intéressant pour ça aussi. Hein. Puis ça donne un peu d'intensité dramatique à la fin, tu vois, mais effectivement, quand on le revoit maintenant, cette partie-là, ça peut être un peu... mais je pense que c'est aussi pour appuyer la différence, vraiment, entre, tu vois, lui et eux. Ouais. Ils ont vraiment aucun point commun et en fait toute cette différence-là elle est alimentée pendant tout le film. Tu vois, il y a une scène de tentation vraiment biblique, machin. La scène de la danse à poil. Exactement. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est très folklorique, quoi. Enfin, c'est vraiment de l'ordre du conte presque, tu vois, avec un personnage qui a trois caractéristiques et qui en fait joue avec ces caractéristiques-là. Tu penses que ce serait par exemple pour montrer du coup une opposition sociétale de cette époque-là, du coup, par exemple peut-être que c'est sur aussi la fin du mouvement hippie et tout ça. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même là où justement le film ne tombe pas dans un rapport de jugement ou tu vois de leçon de morale. Pour moi, c'est que il y a quand même le fait qu'il soit flic. Et en fait, son autorité est remise complètement en question, tu vois. Donc justement, enfin, tu vois, ce truc. Ce film est assez accabant. Ouais. Donc moi, je peux te dire, je te mettrais tout ça au Newf, là. Donc je trouve que c'est plutôt équilibré, tu vois. Il faut avoir la ref pour le Newf. Je ne l'ai pas. Lola, toi, on t'a pas entendu, à part pour dire que tu voulais pas intervenir. Non, moi, je sais pas trop quoi dire sur ce film. Je crois avoir bien aimé. Je suis à peu près sûre, mais c'est comme je disais tout à l'heure, il est pas facile à regarder. Enfin, je trouve que la scène finale, elle est magnifique. Ça en fait. Enfin, on sait que rien qu'en le regardant, même à moitié, que c'est une œuvre qui a marqué cette époque et ce genre, mais je sais pas, j'ai eu du mal à prendre des notes sur ce film. J'ai essayé et je l'ai regardé avec attention vraiment, mais je suis assez perplexe. Je suis un peu enfin non, c'est pas perplexe, c'est dubitative. Ouais, je trouve plus mes mots, mais je sais pas s'il m'a traumatisé ou quoi, mais en tout cas, il y a eu un truc. T'as eu du mal à rentrer dedans? Non, je suis rentrée dedans, mais je saurais pas trop quoi vous dire pour vous apporter quelque chose sur ce film, en fait. Enfin, je vous conseille de le voir. C'est vraiment, comme disait Thomas, et enfin, franchement, c'est un classique. Moi, je pourrais vous parler vachement plus de Midsommar, par exemple, que je trouve, pas plus facile, mais j'aurais plus de trucs à dire là. The Wicker Man, c'est le préquel un peu de Midsommar, et je sais pas, il y a plein de trucs super bien. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très angoissant. Je trouve que les scènes de nu sont terribles. Enfin, vraiment. Et voilà. Mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai pas grand chose à vous apporter au niveau du contenu du film. Mais c'est surtout, je pense que c'est un film qui est mystérieux. En fait, c'est l'effet que ça fait. Je le regarde et je suis un peu en mode. C'est vraiment étrange, tu vois. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Avant l'émission, parce qu'on prépare évidemment un comité de rédaction dans les coulisses. Je commence à dire n'importe quoi. Dans les loges. Non, mais on se disait c'était assez lynchien, effectivement. Enfin, Lynch me fait le même effet. Oui, exactement. C'est très mystérieux, quoi. C'est-à-dire que la façon dont il joue, la façon dont les personnages, en fait, ils se présentent vraiment comme une espèce de pièce de théâtre un peu étrange. On arrive dans ce village, voilà, il y a l'épicerie. C'est sympa. Madame Machin, qui est très bizarre. Et puis, tu vas dans un autre endroit et là il y a encore un personnage étrange et tout ça se passe et en même temps personne n'a l'air de s'interroger sur la disparition. Oui, et même ou quel est Rowan, et même
Oh oui, donc le héros, ce qui est marrant, c'est que normalement, d'habitude, tu sais, c'est un peu le personnage auquel toi, spectateur, tu t'accroches pour... Tu comptes un peu sur lui, tu vois, pour... Elle a pas du tout. Exactement, je vais essayer de comprendre et tout. Alors que là, pas du tout. Le mec est fou. Donc juste, c'est trop bizarre. Complet, quoi. Exactement, et puis il est bizarre. Mais c'est ça, mais moi, ça me faisait péter un câble, en fait, quand il allait demander aux gens, oui, on m'a appelé pour la disparition de cette petite fille, et que les gens, ils lui répondent pas, en fait. Et en fait, t'es en mode... Mais enfin, je sais pas, acharne-toi, fais quelque chose, t'es flic. Exactement, c'est ça. Et les gens, ils sont en mode, mais non, viens boire une bière, tout va bien. C'est ça. Il y a par exemple un truc qui est très marrant dans ce film, c'est effectivement, donc le personnage va interroger des gens pour demander le nom de cette Rowan Madison, c'est ça? Morrison. Ouais. Morrison. Et en fait, les gens ne disent même pas qu'ils la connaissent pas, c'est juste qu'elle n'existe pas. Ouais. Dit, ah non, mais elle n'existe pas. Mais oui. Ah d'accord. Et en fait, on lui répond trop pas. Bizarre. On lui répond pas, et c'est vraiment. Je pense en tant que spectateur, on est comme le flic un peu. Enfin, oui. Bon, pas vraiment comme, mais vraiment ce truc de sidération. Exactement. Quoi. Sauf que effectivement, vu que lui, il n'a pas comment réagir en fait. Exactement, mais vu que lui, il n'a pas de réaction. En fait, ça vient, je trouve, perturber encore plus le spectateur parce que du coup, le personnage qui est censé être un peu toi dans ton rocher vers la réalité, un monde normal, quoi, on va dire. Sachant qu'il arrive en hydravion avec un hydravion floqué aux couleurs de la police. C'est déjà très étrange dès le départ. On te fait bien comprendre que tu passes dans un autre univers. Quoi. Exactement. Alors ça, dans la version un peu pas director cut parce qu'elle n'existe plus, je vous ai pas dit, mais les rushs originales ont été perdus. Originaux. Ouais, on dit originaux. Ouais. Dans un monde normal et cohérent, on dit originaux. Mais c'est une rush ou un rush? Ah, voilà. Ça c'est réglé. Ah la vache, c'est la chaleur. Hein. Franchement, attends, Léo, ça fait marcher au ralenti. Non, mais il y a apparemment des scènes de... Il y a apparemment des scènes de contextualisation un peu plus explicites quand même. Au début, on le voit dans son poste de police. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est étrange. Oui, quoi. c'est très étrange. Même lui, tu te doutes. Tu dis, mais attends, mais il est vraiment flic ce gars. Genre, je sais pas, il a des collègues, il vient tout seul ici. C'est quoi tout à fait. Et puis le mec vient simplement parce qu'on lui a envoyé une carte postale disant bonjour, madame a disparu. Mais à l'époque, on n'était pas tracé comme maintenant. Il n'y avait pas. C'est après Internet. C'est vrai que la raison de sa venue est hyper chelou. Il reçoit un courrier postal avec une photo de la gamine en mode elle a disparu et il vient, tu vois. Genre, tout seul. C'est ça. Et c'est ça, je pense, qui concourt vachement au truc étrange du film. Ouais, c'est un film qui fait un effet, en tout cas, qui produit un effet. Et pour ça, tu sens quand même je sais pas, t'as quand même un truc. Tu comprends pourquoi c'est culte. Pourquoi les gens peuvent se poser ils projetaient certaines choses. Pourquoi les gens peuvent se poser des questions et continuer d'en parler après que le film soit sorti, des années après que le film soit sorti. Comme nous on fait. Aujourd'hui. Et voilà. Et tu m'offres une transition toute trouvée pour le film d'après. Non, il n'y a pas de transition. Je voyais le mur arriver. Et ben, je me viens de me cracher dedans. Pour l'épisode sur les voitures. Mais c'est que là, en fait. Non, mais c'est que là, en fait, je regarde le chrono, Brice me regarde, je le regarde, on se voit et on se dit que là, ça fait trop long. Et il y a la petite goutte de sueur. C'est ça. Il faut passer au film d'après. On enchaîne avec le film de Camille, du coup. Oui. C'était quoi ton film, Camille? Alors, moi, c'est un film qui s'appelle The Strangers de Na Hong-jin. Bah oui, j'avais le temps. J'avais le temps de baisser mon short. Ah non. Peut-être qu'on pourra le garder.
Donc un extrait d'acide trans. Absolument. Exactement. Je me suis mélangée entre les envois que j'ai faits. J'ai envoyé le son d'hier soir. Mais, non, je plaisante. Alors oui, je vais vous expliquer ce que vous avez entendu. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Donc The Strangers de Na Hong-jin, c'est un film coréen donc qui est sorti en 2016. Et je vous propose de d'abord vous raconter un peu l'histoire, replacer l'extrait et ensuite on en parle ensemble. Il faut, s'il te plaît. C'est un film, je dirais, assez douloureux. Mais au sens premier, enfin moi en tout cas c'est un film qui me fait cet effet-là. J'ai l'impression de ne jamais être la même personne après avoir vu ce film, d'être un peu plus déprimée. Donc c'est trêve de bavardage. Donc The Strangers, c'est l'histoire, donc ça se passe en Corée du Sud dans un tout petit village en campagne et on suit donc Jong-go qui est donc un flic. Jong-go qui est interprété par Kwak Do-won, qui avait déjà travaillé avec Na Hong-jin, il me semble, précédemment. Ouais. Et donc Jong-go est appelé parce que on a retrouvé donc une femme morte et dans son village. Et donc en arrivant sur place, il voit un homme qui est devant la maison et cet homme n'a pas l'air d'aller très bien. Il a les yeux tout blancs et il a un côté très zombie, quoi. Donc l'enquête doit être menée, etc. Et en fait, on part sur la piste potentiellement d'un champignon qui serait toxique ou ce genre de choses. Et là, on est vraiment très proche de Memories of Murder. Il pleut beaucoup, tout est moite, etc. Un peu comme ici maintenant. Comme nous en ce moment. Ouais. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est la même ambiance. Et les flics sont cons. Et les flics sont un peu pâteaux, quoi. C'est-à-dire que ils essayent un peu de faire, de remonter le fil de l'histoire, etc. Et en fait, dans le cadre de cette enquête, Jong-go va discuter avec évidemment plusieurs personnes qui vont venir le voir et surtout plusieurs personnes qui vont venir lui raconter des histoires concernant un vieux japonais qui n'a pas de prénom d'ailleurs dans le film. C'est le japonais. C'est le japonais qui est donc un homme âgé qui s'est installé un peu en ermite tout seul à côté du village. Et tous les villageois, donc plusieurs villageois lui racontent des histoires où apparemment il l'aurait vu dans les sous-bois en train de manger des biches avec les yeux rouges. Il y a plein d'histoires comme ça qui entourent. Un petit brunch. Évidemment, Jong-go ne crois pas trop à cette histoire, jusqu'au moment où en fait il y a vraiment plusieurs événements qui interviennent, tous plus violents les uns que les autres. Il y a une maison qui brûle, il y a une femme qui en fait est prise de folie d'un seul coup, prise d'un coup de folie et tue tout le monde, tue toute sa famille. Et en fait, ça se répète à plusieurs moments. Et il n'y a aucune explication rationnelle à ce qui arrive. Et dans le même temps, Jong-go a quand même sa fille aussi, qu'on voit beaucoup, qui s'appelle Yo-jin, qui est une petite fille très sympathique, mais qui commence à déclencher au fur et à mesure une espèce de fièvre. Et puis en fait, la fièvre ne descend jamais, etc. Et ça laisse penser qu'effectivement, quelque chose ou quelqu'un aurait pris... Qu'elle a le Covid. Alors, oui, effectivement, sauf qu'en fait, elle devient de plus en plus agressive, etc. Enfin, il y a d'autres symptômes. Il y a d'autres symptômes. Et effectivement, là, le film, qui était à la base un thriller policier, etc., devient d'un seul coup un film fantastique et d'horreur. Et on s'enfonce au fur et à mesure dans l'horreur. Je veux pas trop raconter de choses parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se laisser tirer et entraîner en fait dans le film. Mais ce que vous avez entendu, c'est une scène qui est centrale dans le film. C'est une scène d'exorcisme chamanique parce qu'à la fois il y a donc on entend donc un chaman coréen avec les tambours. On entend aussi d'autres tambours, et là, c'est le vieux japonais, je ne peux pas donner d'autres noms, qui lui aussi fait une cérémonie de son côté avec de nombreux égorgements de poulets. D'ailleurs, oui, il y a énormément d'animaux qui prennent cher dans le film, parce qu'il y a des décors incroyables de cérémonies. Enfin, le rituel, c'est vraiment, dans le film, c'est ce qui... essaye de cadrer un peu, essaye de fixer un peu ce qui se passe, parce que en fait on ne sait pas ce qui se passe. Les gens deviennent fous, les gens deviennent violents, et il y a une violence qui monte et qui monte et qui monte et qui monte et qui ne s'arrête jamais. Et en fait, il y a plusieurs
le mal n'arrête pas de se transformer dans le film. Et ça, c'est ce que je trouve très angoissant. Moi, mais ouais, t'as raison de dire que la scène de rituel, de chamanisme, elle est importante parce que t'as un certain nombre d'enjeux entre les différents personnages, notamment entre le chaman et le vieux japonais, qui sont fixés en fait dans cette scène. En fait, tu comprends un certain nombre d'enjeux au cours de cette scène parce qu'avant tu comprends rien. Non, mais tout à fait. Tu te laisses porter par les scènes, par ce que tu vois, par l'incompréhension des flics qui d'ailleurs passent leur temps à s'insulter, comme dans tous les films coréens. C'est assez comique. Il y a toujours ce truc mêlé entre comédie et drame. Où ils s'insultent, t'as toujours le neuneu, t'as toujours le mec agressif et violent, t'as toujours le... Bon, voilà. Et donc, effectivement, avant cette scène, tu n'as pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, après... tu comprends un certain nombre de choses, le film te délivre un certain nombre de clés, mais néanmoins il est très mystérieux. Ça reste quand même hyper mystérieux jusqu'à la fin en fait, qui est très ouverte quoi. En fait, il y a plusieurs. Alors, donc, juste pour vous dire un petit peu par rapport à comment ce film a été fait, en fait, donc Na Jong-hee. Oui, Na Hong-jin. J'arrête pas de me tromper, désolé. Donc, Na Hong-jin, c'est un réalisateur qu'on connaît pour. Il avait fait 2 films avant, The Chaser, qui, si on doit voir un thriller coréen, c'est celui-là, qui est vraiment incroyable, chef-d'œuvre absolu. Et The Murderer, qui est moins un chef-d'œuvre, mais qui reste quand même très très bien. Et donc, ce 3e film, c'est vraiment une sorte de coup de poing parce que d'un seul coup, il part d'un registre qu'il connaît vers un registre pour le moment qu'il n'avait pas exploré, etc. Et donc, c'est lui qui écrit le scénario et qui a pris à peu près 2 ans pour écrire ce film. Il explique qu'en fait, il a écrit ce film parce que il y a une période dans sa vie où il a commencé à il a perdu beaucoup de gens autour de lui, et donc il allait beaucoup dans des enterrements, des cérémonies, etc. Et en Corée, en fait, la place des chamans, c'est très important. Il y en a beaucoup, même à Séoul, qui sont signalés un peu partout dans la ville. Et en même temps, il y a le catholicisme, le christianisme qui est hyper présent. Et donc, lui, il disait que, et lui, il est de confession chrétienne, mais il expliquait qu'en fait, évidemment, il n'arrivait pas à obtenir des réponses. Et donc, il s'est penché sur un peu l'étude, presque une étude sociologique des différents cultes qu'il y a en Corée du Sud. Et c'est là-dessus qu'il a commencé à dire, en fait, plutôt que d'être dans un questionnement du bien et du mal, on va être dans un questionnement... Ok, il y a le bien et puis il y a le mal, mais le mal, ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, un peu avec toutes ces réponses-là, avec la mythologie aussi qui est très présente dans son travail. Donc, voilà. On sent que c'est un film qui a été long à écrire, à mûrir et probablement à tourner aussi. Tu disais 6 mois de tournage, tout à l'heure, tu m'avais dit. 6 mois de tournage avec beaucoup d'extérieur parce que tout se passe dans la nature pour le coup. Ils ont fait dans plein de localisations différentes, tout le temps avec cette pluie, donc soit avec des camions citernes. Ils auraient mieux fait de venir en Bretagne. Mais il y a des moments où en fait c'est vraiment de... C'est à Brest. Exactement. J'ai cru que tu allais dire ça. En fait, finalement, c'est tourné... sur les côtes brestoises. Non, il y a des moments où ils ont vraiment attendu la pluie, etc., pour avoir une atmosphère, un peu brumeuse et tout ça. Notamment la course-poursuite entre le vieux japonais et le flic. Course-poursuite ultra violente et qui se passe dans la nature où il se pète vraiment la gueule, dans la forêt, etc. Et petit mot sur la photo, parce que c'est un film très beau. Ah ouais, c'est magnifique. Donc la photo, c'est Kyung Pyo-hong qui l'a fait. C'est notamment le directeur de la photo qui a travaillé sur Parasite et Burning. Donc rien que ça, c'est pas mal. Respect. C'est pas un manchot. Oui, exactement. Voilà. Alors, moi j'étais en train d'imaginer le même film à Brest. Mais où en fait on leur sert des galettes avec des druides. Je vais prendre une beurre sucre, tu vois. Des druides, des rituels druidiques. Oui. On n'a pas fait, on pourrait faire un thème Bretagne. Ouais. Oh, non. Moi j'ai déjà un peu donné mon avis. Moi j'adore le film. Moi je l'ai vu 2 fois et en 2 fois, j'ai toujours pas compris l'histoire exacte, mais je pense que c'est volontaire. T'as une volonté de brouiller les pistes qui est quand même explicite, quoi. Par contre, tu te laisses porter, tu te laisses inquiéter, tu te fais balader pendant tout le film et t'as des scènes de folie qui se succèdent les unes après les autres.
t'en ressors pas indemne, quoi. Et d'ailleurs, à chaque fois, les 2 fois où je l'ai vu 2 fois, une fois au cinéma et une fois sur vidéoprojecteur. Ouais. Désolé. Et non, mais je pense que c'est vraiment... Nous, sur nos pauvres ordinateurs. Avec le reflet, tu sais, où tu vois rien. Bon. Mais je pense que avec une grande image, en tout cas, ça gagne, quoi. Parce que c'est vraiment un film qui est impressionnant, dans lequel la nature prend une place très importante. Les décors sont incroyables, quoi. La maison du japonais, ce bout de forêt qui te filme en permanence, même le village, enfin, c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait pour tourner ce truc-là. Il y a de la boue, il y a de la pluie, il y a du soleil. Enfin, c'est vraiment genre... tu sens que ça a dû être pénible à tourner. Et voilà. Et donc, l'expérience... Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais putain, mais ils marchent dans la boue. Ils sont à moitié en claquettes. Tout le temps sales. Ils sont tout le temps... Enfin, tu vois, c'est... Comment tu fais pour avoir les yep comme ça? Brice pourra vous en parler. Bah ouais, Brice, quand tu vas en festoche, c'est pareil. Hein. Il n'a pas de micro, il se fait allumer. Sympa. Alors voilà, bon, moi j'adore The Stranger et puis j'adore Na Hong-jin en fait. Enfin, je trouve que c'est un type qui fait des trucs assez uniques, quoi. Enfin, voilà. Ne serait-ce que d'avoir fait The Chaser avant. The Chaser, c'était déjà saisissant. Premier film, The Chaser. Franchement, poser ça. Mais il y a toujours, je trouve, un discours sur la nature du mal, même dans The Chaser, qui est. Mais voilà, il brouille les pistes, même dans The Chaser. C'est pareil, en fait, du coup, les personnages qui enquêtent du coup souvent sur les événements qui surviennent, j'arrive vraiment pas à parler. C'est une catastrophe. Ouais. En fait, ils poursuivent quelque chose qui est irrattrapable. En fait, c'est vraiment l'impossibilité de mettre la main sur le mal et l'impossibilitude. L'impossibilité. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis Léo Dico normalement. mais ouais. Mais du coup, oui. Moi, The Strangers, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années, en fait, au moment où je me suis rendu compte que les films d'horreur avaient beaucoup de choses à dire. Et du coup, au moment où j'ai vu It Follows aussi, c'était des soirées qu'on faisait pour regarder des films d'horreur, où j'étais très sceptique au départ parce que j'avais pas trop envie, quoi. Et The Chaser, c'était c'est nul, j'ai pas peur, moi, tu vois. Bah si, ça fait peur, en fait. Hein. Et ouais, The Stranger, c'était une grosse claque, quoi. Et pourtant, même sur un petit écran où la claque, elle reste pareil. Effectivement, c'est cool de pouvoir le voir dans de bonnes conditions, mais ce film, il te retourne, quoi. Et en plus, il dure, je sais pas, 2h30. 2h30, C'est 2h30 qui sont... C'est long. C'est long et en même temps, c'est intense parce que le film est pénible à voir, quoi. T'es pas bien, quoi. Moi, je trouve qu'en fait, il devient très vite irrespirable. En fait, vraiment, il y a ce truc de... t'as l'impression qu'on t'ouvre une porte en te disant... Donc voilà, c'est pour ça par exemple, que cette personne est devenue folle. Ah d'accord, donc c'est ça. Et en fait, là, non. Et d'un seul coup, il y a une scène... les scènes dans l'hôpital sont terribles aussi. Enfin, tu vois, avec les corps qui se déforment et tout. Enfin, moi, ça, j'adore. Mais moi, le cinéma asiatique, pour ça, je trouve ça... Ils sont vraiment très forts. Pour moi, c'est grandiose. Les corps qui se déforment, marcher à l'envers, marcher à quatre pattes. On en parlera dans mon film après, mais franchement, ça... La petite fille, là, qui est... Dans ton film, on s'en prend encore aux chiens qui n'ont rien fait, quoi. Oui, mais c'est comme ça tout le temps. Mais Après Cheap Schulz. Et toi, t'aimes bien The Strangers, toi, Lola? Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais pas vu et j'ai pas vu ses autres films à ce grand monsieur. Mais je la garderai après cet épisode parce que ça m'a vachement donné envie. Et moi je pense qu'il faudrait que je revoie The Strangers encore 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre, comme ce que vous disiez, parce que j'ai pas trop compris et ça m'a pas du tout dérangé parce que j'ai été portée pendant 2h30 vraiment franchement c'était bien, quoi. Enfin vraiment, good vibes. Good vibes, franchement sympa. Mais c'est ça qu'il faut dire peut-être, c'est parce que quand on en parle là, peut-être que les gens se disent oh mon Dieu, ça a l'air compliqué, et c'est compliqué, mais c'est pas grave, du tout non, c'est pas chiant, quoi. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, on se laisse porter. Il y a pas on n'est pas frustré à la fin de ne pas avoir tout compris. Et puis en même temps, on nous montre suffisamment de choses pour pas nous laisser sur notre faim complètement. C'est ça. Et vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Brice qui intervient.
J'ai mal positionné mon micro. Oh là là, Lola. Vous m'avez mal entendu depuis le début, mais bon, c'est pas grave, maintenant vous m'entendrez mieux. C'est bon, Brice, maintenant? Tout ça, c'est parce que j'ai dit que t'avais les pieds dégueulasses. Tu te venges. Ce soir, il en prend pour son grade, le pauvre. Bah oui, bah, c'est comme ça. Ouais. Mais non, moi, j'ai trouvé que c'était un super film et heureusement que je l'ai vu avant mon film, tu vois, pour pouvoir en parler. On en parlera plus tard, mais on peut en parler même maintenant. Ah ouais, la transition est toute trouvée. Hein. Oui, c'est une belle transition. Mais en tout cas, merci parce que je comptais le voir depuis un moment. Et là, du coup, j'étais contente que tu le choisisses parce que ça y est, je me suis lancée. Et ouais, super. Et encore une fois, je trouve qu'il est très très beau. Oui, vraiment, les scènes dans la forêt, les scènes, même les effets spéciaux. Je sais pas trop comment c'est fait les scènes un peu de Satan, du diable et tout. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment des effets spéciaux? Il y a une bonne scène de bagarre qui est très bien chorégraphiée. Ouais. Les scènes de bagarre là. Les scènes de bagarre sont très crues dans les films, les films coréens. Souvent, c'est vraiment des nions dans la gueule. Mec, ils se pourrissent la gueule. Ouais, mais ils sont pas tant blessés que ça à la fin. Non, mais pourtant ils se mettent lourd. Ouais, ils se mettent lourd. Ouais. Franchement, c'est de l'hémorragie interne. Que ça. Mais vos deux films ont des scènes de rituels super longues et très bien construites en fait. Non, mais puis The Stranger, je pense que c'est vraiment le papa de ce genre-là, quoi. Et c'est quoi alors ton film, Lola? Belle transition. Moi, mon film, c'est The Medium de Banjong Pitsantanakun. Je suis désolée.ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้ว มึงเป็นใคร Wow. Très beau cri. Quel merdier. Les cris sont vraiment réussis. Hein. C'est Brice qui a choisi l'extrait, donc respect. Franchement, franchement très bien choisi. Bravo Brice. Même si t'as les pieds dégueulasses. Oh. Ah bah c'est le running gag de cet épisode, les pieds de Brice. C'était les On fera un thème spécial. En tout cas, bravo pour avoir réussi à prononcer... sans trop l'écorcher, le nom du réalisateur. Oui, alors d'ailleurs, je suis désolée parce que je vais sans doute un peu réécorcher son nom de famille et les noms des acteurs que je vais citer maintenant. Donc, The Medium, donc je suis désolée, monsieur le réalisateur, mais donc de Bajong Pitsantanakun, qui est sorti en juillet 2021 en Corée du Sud et 3 mois après seulement en Thaïlande et qui n'est pas sorti en salle en France. Voilà. Non, direct en VOD. Ouais. Direct en VOD. Voilà, donc c'est avec... je n'ai que 4 noms d'acteurs et je suis à grosses gouttes. Narilia Gulmonkolpech, qui joue Mink, la jeune Mink. Sawani Utuma, qui joue Nim. Sirani Yankee Tika, qui joue Noi. Et Yakasa Chasorn, qui joue Manit. Je vous ferai un petit arbre généalogique, mais c'est très simple. Mink est la plus jeune, Nim, c'est la chamane qui est suivie, Noi, c'est sa sœur aînée, et Manit, c'est son frère aîné. Donc Mink est la nièce de Nim et de Manit, et la fille de Noi. Je vous le redirai, parce que là, vous n'avez rien compris, mais c'est très simple, en réalité. Ouais, mais franchement, bravo. Je vous fais un petit résumé, vite fait, comme ça. Ouais, pour, allez, un petit résumé. Donc, le film The Medium, ça se passe en Nissan. Pas la voiture. Ouais, Qashqai, Nissan Qashqai. Ouais. Non, en Nissan ISAN. Je m'y connais en bagnole. Hein. Qui est une région nord-est de la Thaïlande, où une équipe de documentaristes partent tourner un documentaire dans la province de Loei sur les chamans. J'avais compris une équipe de documentalistes. Les mecs du CDI, tu sais. Pardon. Avec les lunettes et avec oui, bah, je me souviens plus comment elle s'appelait notre documentaliste à Machecoul, mais on lui fait un petit coucou. C'était une vraie conne. Bref.
Ils suivent le quotidien de Nim. Comme je vous disais, Nim, c'est la tata de Mink dont je vais reparler après. Nim, c'est une chamane. Donc on en a parlé dans The Strangers, les chamans, mais moi je me suis fait la réflexion en fait, qu'est-ce qu'un chaman, tu vois, déjà parce que on en voit beaucoup et tout, et j'étais pas sûre de la définition. C'est quelqu'un qui est choisi dans les communautés, dans les tribus, pour faire le lien en gros entre l'invisible et le visible. Après, il y a des définitions plus précises en fonction des communautés et des pays, et voilà, mais en gros c'est ça. C'est une sorte de sorcière en fait, de sorcier, parce que c'est pas que des femmes, hein, mais voilà. Donc Nim, qui est une chamane, qui est possédée par l'esprit de Bayan, qui est une divinité locale qui se transmet de mère en fille, un peu comme dans It Follows, c'est un peu un truc voilà, qu'on se passe comme ça. Mais ça se passe que entre les femmes. Hein. Oui, c'est et très elles couchent important. pas ensemble pour se le passer. Non, elles couchent pas. Non, voilà, il faut juste qu'elles aient le même sang, mais sinon, voilà, il n'y a pas besoin de rapport sexuel. C'est dans la famille, je crois, c'est ça globalement. Oui, c'est dans la même famille. Ouais, c'est dans la même famille. C'est transgénérationnel. Voilà, un petit mot comme ça pour similaritude. Voilà, donc ça se passe dans la famille de Nim depuis des générations, comme tu disais Léo. Et en fait, à la base, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'était Nim, la frère aînée. Toujours mieux. La sœur aînée de C'était Noy, voilà, la sœur aînée de Nim, qui aurait dû prendre la relève chamanique dans la famille, mais elle a refusé la possession à l'adolescence quand elle a commencé à avoir des symptômes et tout. Elle a dit non, c'est mort, je veux devenir chrétienne. Donc elle s'est tournée vers le christianisme pour repousser la divinité Bayan. Elle est partie sur une île en Écosse chercher. Ah non, c'est pas Mais voilà, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'elle n'a pas été possédée par cette entité. Et en fait, elle l'a refilé à sa petite sœur, tranquille, genre voilà, sa petite sœur, elle n'a rien demandé. Sa petite sœur, elle avait décidé d'être couturière, hein, vraiment, oui, genre c'était vraiment donc pas. Sa petite sœur, c'est Nim. C'est Nim, voilà. Noy, c'est l'aînée, Nim, c'est la chamane, qui est la plus jeune de la fratrie. Et entre les deux, il y a Manit, qui est le seul garçon dont je vais vous parler après. Et donc voilà, Noy a réussi à repousser Bayan. Que vous dire voilà, pendant le tournage de ce documentaire, vous vous en doutez, il se passe des trucs un peu bizarres, et en fait la fille de Noy, Mink, dont je vous ai parlé avant, nièce de Nim, je vous le redis, je vous ferai un petit dessin si vous voulez, parce que c'est pas voilà, un petit arbre. Franchement, c'est simple, il y a 4 personnages, mais pour nous ça a l'air compliqué parce qu'on a super chaud. Voilà, nous on a très très chaud. Vous devez être en train de dire c'est qui ces gogoles qui répètent 50 fois le même truc. Oui, parce qu'il y a que 4 gens, donc c'est quand même. Mais voilà, donc Mink, elle commence à montrer des signes un peu chelous qui pourraient laisser croire que l'esprit, la divinité Bayan est en train de prendre possession d'elle, mais en fait son comportement il devient vraiment vraiment extrême, et donc on se doute qu'il y a quelque chose de plus sombre que cette déesse locale qui est en train de faire éruption dans le village et dans cette jeune femme. Voilà, je vous en dis pas plus parce que après ça serait du spoil, même si on adore en faire. Là, j'évite. Qu'est-ce que moi j'adore ce film. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Mais alors il est assez long comme The Strangers, hein, c'est 2h30, c'est le même temps. Il peut paraître lent pour certains parce que pendant la première partie il se passe pas grand chose, mais c'est franchement bien rattrapé par les 45 dernières minutes. Donc voilà, c'est un film d'horreur thaïlandais et sud-coréen, si vous l'avez pas encore compris, parce que c'est pas forcément évident, mais parce qu'il a été réalisé par le Bangkokien. J'ai vérifié, ça se dit comme ça, ok. Donc que personne vienne me dire que ça se dit pas. Bangkokien ou Bangkokois, je crois, ça se dit aussi. Non, à vérifier, mais c'est Bangkokien, je suis sûre. Voilà, donc Banjong Pinsantanakun, qui a réalisé un grand film que je n'ai pas vu, mais dont Thomas m'a beaucoup parlé, et je sais que c'est bien, The Shutter, ouais. En 2004. Et donc ouais, The Medium a été réalisé par ce monsieur et coécrit par le grand réalisateur que Camille
nous a cité juste avant Nam Jong-in de The Strangers. Ça fait donc une rencontre assez... je ne sais pas si c'est improbable, je ne sais pas à quel point ils se connaissaient ou ils ne se connaissaient pas en fait, donc je n'ai pas trop eu les éléments de leur rencontre. Mais le fait est que ça fait un mélange assez sympa entre ces deux cinéastes qui sont assez cultes en Asie. Moi, je suis vraiment très nulle en cinéma asiatique et franchement, c'est une honte pour moi, mais j'essaye de me rattraper. Mais je sais que ce sont des cinéastes assez connus, les deux. Ouais, voilà, les deux. même si c'est vrai que c'est très honteux. Bah ouais, moi j'ai un peu honte parce qu'ils ont fait. Enfin, franchement, il y a tellement, je découvre tellement de films de ouf dans ces pays-là. Je me dis putain, mais je connais pas l'histoire, je connais pas. J'ai encore le temps, c'est vrai. Bah t'as que 64 ans, donc. 65 bientôt, ouais, mais bientôt, t'as la vie devant oui. toi. Bientôt la retraite. Ouais, bah non. Non, jamais. Non. Bah, ça va encore une paire d'années, quoi. T'as plus long à tirer, t'inquiète. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, comme je disais, ce film, c'est un bon mélange entre ces deux cinéastes. Pin Santanakun, donc le réal, il a un style très américanisé en fait. On peut presque voir ça parce que ça rappelle beaucoup. J'ai vu que ça revenait souvent. Ça rappelle beaucoup les films de James Wan qui balancent vachement de jump scares et tout. Enfin, en tout cas, il est souvent. Il y a souvent des parallèles avec James Wan. Voilà, donc il est très jump scare. Il veut que l'audience ait peine à reprendre son souffle entre chaque scène. Enfin, vraiment, c'est ça. Et ton réal, Camille, enfin ton réal, comme si c'était. C'est le mien. Bah oui, c'est le mien. C'est ton pote. Appelez-moi Madame Hongji. Non, Hongji, il est plutôt. Bah ouais, tu l'as dit, c'est plutôt le contraire. Lui, il est vraiment d'une noirceur absolue. C'est beaucoup plus lent. Il pose ses intrigues. Vraiment, on prend le temps. Voilà, et puis il referme l'étau petit à petit autour du spectateur et c'est vraiment différent. Et du coup, on pourrait se dire que ça fait un film un peu bizarre, mais moi je trouve pas. Alors les critiques Télérama sont pas d'accord avec moi, mais voilà, une petite balle perdue comme ça, si vous vous retrouvez dans mes. Mais j'en ai lu certains qui étaient vraiment très énervés contre ce film, mais je suis pas du tout d'accord. Donc voilà, mais les cinéastes, moi je trouve qu'ils trouvent une forme d'équilibre entre leurs différentes approches. Et nous on y bosse quand on veut à Télérama, on s'en fout. Bah oui. Hein, Léo, on y va. Appelez-moi similarité. Les similarités des aftes de l'amour. On s'en fout. Mais moi je trouve que c'est un très bel équilibre entre ces deux cinéastes. Mais c'est surtout que je trouve que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du film, d'avoir ce mélange. Entre films très social, parce qu'il faut parler de la forme du film, vu que c'est un documentaire, tout ça. Oui, mais je t'en prie. Paf, tu me coupes l'air sous le pied. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai trop de trucs à dire, donc si tu veux le dire... Vas-y, je t'en prie. Non, mais je sens que t'es vexée. Ah non. Mais vas-y, je sens que Camille me fait la gueule maintenant. Voilà, c'est pas super. Des larmes, c'est de la sueur, t'inquiète pas. Ça n'a rien à voir. Non mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce film, vous allez être surpris, mais c'est encore un fan footage que j'ai choisi. Ouais, trop bien les fan footage, qui fait pas trop fan footage, en tout cas qui est très justifié dans ce film-là. C'est tourné sous la forme d'un faux documentaire. Ça marche très très bien. Et il y a la première partie du coup qui est assez lente et très pédagogique, qui nous explique ce que c'est que le chamanisme, tout ça, qui suit Nîmes, qui raconte son histoire, sa famille, son arbre généalogique et tout. Et puis quand on comprend que sa nièce, la jeune Mink, elle est sous l'emprise d'une entité maléfique, on passe dans la seconde partie du film qui là est toujours en fin de footage, mais qui est beaucoup plus sale quelque part au niveau de la réalisation. C'est vraiment là d'un seul coup, on prend la caméra comme ça et puis ça bouge dans tous les sens, alors qu'avant c'est assez découpé, c'est assez beau. Et voilà, là ça part à toute vitesse. Il y a une avalanche d'atrocités. Il y a des boyaux. Franchement, c'est immonde. Il y en a plein qui... C'est encore une fois les critiques Télérama, je suis désolée pour eux, mais qui diront que c'est dommage d'abandonner la finesse scénaristique au profit du choc visuel. Mais moi, je trouve que c'est hyper bien amené et que c'est complètement naturel et justifié. Ouais.
C'est un super payoff en plus. Enfin, franchement. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas compris la haine parce que franchement, les gens qui ont mis des sales notes à ce film, c'est les gens qui disaient ouais, mais ça part dans un truc les dernières 45 minutes. Et en fait, ils jugent tout le film sur ces dernières 45 minutes Après, qui, je trouve, sont c'est très... une question d'attente. C'est vrai que vu qu'il nous met dans un mood très documentaire dès le départ, je peux comprendre que ça puisse être déroutant de ouais, se mais retrouver... moi, je trouve que du coup, t'es complètement emmené. Enfin, en fait, moi, j'ai pas été déçue et j'ai adoré la première partie. Et la deuxième, je trouve qu'elle la complète vachement bien. Enfin, c'est... Oui, tout à fait. Et puis, moi, je trouve que ce qui est trop marrant, c'est que, en fait, tout le changement d'esthétique et tout ça, en fait, ça paraît logique. Ouais, vu ce qui se passe, en fait, on peut pas installer un pied. C'est ça. Quand elle part en vrille, cette dame. Attends, bouge pas, je règle mon petit manfrotto. Et en fait, tout est... Parce qu'il y a même la bulle. Il y a un passage Paranormal Activity. Oui, avec les caméras dans la maison. Les fringales nocturnes. Oui, c'est ça, carrément. Donc des caméras de surveillance. Elle a des petites dalles. Moi, j'avoue que d'habitude, j'aime pas trop cette esthétique-là parce que je l'ai beaucoup vue. Mais là, c'est bien amené. Mais oui, en fait, là, c'est tout à fait justifié. Et en fait, en plus, c'est horrible ce qui se passe. Et puis comme Nam, le petit bichon maltais. Thomas, t'es très content. Toi, t'aimes bien qu'on fasse du mal au chien. T'es un monstre. Alors attends, parce que là, c'est quoi? C'est un bichon? Oui, c'est un bichon. Dans le film d'avant, c'était quoi? C'était un Doberman, non? Un Rottweiler? Moi, j'ai un pitbull, mais la meuf qui est très forte en race de chien. Pitbull. Et dans Chips Thrill, c'était un bichon maltais. C'est un bichon aussi, ouais. Chips Thrill. Donc les bichons, pour le moment, c'est le même bichon d'ailleurs. C'est la race qui se fait le plus défoncer. Ouais, le bichon se fait déboîte. Mais c'est vrai que ces scènes de caméra de surveillance, là, ça marche bien. Oui. Et comme dans The Strangers, il y a et encore plus dans The Medium, et moi c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour The Medium. C'est pas parce que c'est mon film, mais vraiment c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui marchent à quatre pattes. Ouais. Et alors moi ça me... Et ils courent et tout, ils se retournent, les os se pètent, ça... Et moi, je suis ravie quand ça fait ça. Et puis, il faut dire qu'on en a pour notre argent. Parce que, contrairement à certains films américains ou autres, avec des possessions où on voit 2-3 trucs qui font un peu peur, là, ça ne s'arrête pas. Là, c'est un dégueulis. L'enfer c'est sur le terre, pot pourri de tous les trucs du fan footage. Le mec a tout mis dedans. Et ça marche. Enfin, moi, je trouve que ça marche. Et j'ai un petit fun fact. Parce que quand c'est sorti en Corée du Sud, c'est d'abord sorti en Corée avant de sortir en Thaïlande. Mais quand c'est sorti, donc il a été... ça, je pense que tu le savais, toi, Camille, mais ça a été décrit comme le nouveau The Strangers. Et même Naon Jing a dit que The Strangers était une risée, je cite, par rapport à The Medium. Donc même lui trouvait que... Bon, après, il est producteur du film. C'est vrai. Intérêt à dire c'est vrai que ça se vend bien, quoi. Voilà. Ouais, j'ai fait de la merde. Il avait allez voir ça, c'est mieux. Il avait son pognon qui c'est était moi qui ai dedans. fait aussi. Voilà, après, on pense qu'on veut. Moi, j'ai adoré les deux. Mais j'ai trouvé que The Medium faisait plus peur esthétiquement. Visuellement, il fait plus peur. The Medium, c'est un plus gros ride. C'est ça. On a un gros climax de fin. C'est un film vraiment horrifique, alors que The Strangers, moi j'ai eu plus peur pour The Strangers, mais parce qu'il y a un truc qui m'angoisse. Après voilà, chacun ressent la peur de manière différente. Et moi, c'est vrai que dès que tu me montres des gens dans une lumière infrarouge qui ont les yeux blancs retournés et qui se retournent eux-mêmes et qui bouffent des caniches. Elle rigole en plus. Ça l'a fait marrer. Moi, ça me... Franchement... Bah oui, elle rigole vachement, elle a ce sourire, l'actrice elle est géniale, elle est jeune mais elle est super, on dirait un effet spécial pendant tout le film, franchement il y a des moments où tu te dis mais sa gueule est déformée en fait. La transition de jeune adulte, du coup un peu désinvolte, à du coup la possession démoniaque totale, c'est très bien foutu. Cette scène où elle a ses règles entre guillemets, elle a un torrent de sang qui lui coule de la culotte, vraiment je me rappelle plus de ça. Ah mon dieu, c'est quand elle est au boulot. Ah oui, c'est vraiment l'angoisse. D'ailleurs, elle bosse chez Pôle emploi. Oui, c'est vrai que c'est ni plus ni moins que Pôle emploi. Parce qu'elle le décrit comme. Tout ça, c'est vraiment trop chouette parce que justement, vu qu'il y a ce truc documentaire, pour le coup, c'est ce qui fait aussi qu'on s'attache au personnage et que t'as envie de savoir ce qui se passe et tout. Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est peut-être en termes d'écriture, genre. Toute la deuxième partie, en fait, on est beaucoup moins avec la chamane. Nîmes. Nîmes, avec Nîmes. Oui, mais on sait pourquoi. Préféré, elle disparaît et tout, et c'est un peu. C'est vrai, mais ça fait une sorte de twist aussi dans le film, tu vois. On s'y attend pas parce que le film commence sur Nîmes, on se dit que c'est un documentaire sur Nîmes, qui est chamane dans son village. Et en fait, on se perd complètement. Le film, il prend vraiment une autre tournure. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, ça permet au film de montrer des trucs. Parce que je pense qu'avec Nîmes, si on avait gardé Nîmes tout du long, ça aurait été beaucoup trop long. Ça aurait été trop long et peut-être moins horrifique. Et je sais pas, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait cette adolescente qui soit mise en
en valeur comme ça. Et... Oui, et puis en plus, ça retombe quand même bien sur ses pattes avec la toute fin, la conclusion du film, où pour le coup, en termes de sujet, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant sur... moi, sur la question de la foi, je trouve que c'est très intéressant. C'est que des remises en question. C'est que des remises en question de la foi. J'ai vu pas mal un truc aussi sur le poids de l'héritage, du coup, parce qu'en fait, on hérite du coup de la possession, du coup, de l'entité. C'est pareil, c'est toujours flou. On ne sait pas si elle est vraiment bienveillante ou pas, parce que les symptômes de la possession sont quand même assez hardcore. Et le pouvoir de chaman, du coup, on ne sait pas non plus si c'est un truc que tu as envie d'avoir. En fait, c'est l'endométriose. Oui, grave. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a vraiment ce truc d'héritage. Pareil, gastro-œsophagien. Pareil, du coup, genre sur l'héritage, en fait, la raison de la possession démoniaque de Mink, petit spoiler, on apprend quand même que c'est dû du coup au passif de la famille de son père qui a commis des atrocités, et du coup il y a vraiment ce truc de t'es obligé de porter le poids. Exactement. Mais en fait c'est que ça parle en psychanalyse, ça s'appelle, je l'ai découvert récemment, mais c'est les traumas transgénérationnels. Et c'est un vrai truc qui existe. Parce que Lola est la psychanalyse de Camille, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Camille, on se retrouve dans 30 minutes. Hein. Je la paye. T'as ton chèque qui est... Elle est blindée grâce à moi. Mais oui, ça parle beaucoup de ça. Ouais, oui. C'est vrai. Et c'est très intéressant comme mécanisme. Ouais, je trouve aussi. Moi, j'adore le film et j'en ai pas beaucoup parlé parce que ce que vous avez dit, je trouve ça hyper pertinent et que ça résume assez bien moi l'idée que j'en ai en général. Néanmoins, il y a quand même un truc et c'est une question, c'est ouvert, hein, c'est pas du tout un truc qui est fixé, mais je veux dire, j'ai quand même l'impression que ces films-là, ils fonctionnent aussi parce que, mais encore une fois, c'est une question. J'ai l'impression qu'on regarde à chaque fois quand même des pauvres. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on regarde des gens pauvres et ruraux en fait à chaque fois. C'est un élément qui est quand même assez central à chaque fois dans les films. Le caractère un petit peu rural du setting, tu vois, à chaque fois, que ce soit dans The Strangers, que ce soit dans alors The Wicker Man, c'est encore autre chose, mais c'est quand même là, et là aussi dans The Medium. Et je sais pas, après, est-ce que le folklore en Asie, en l'occurrence, c'est pas plutôt... Enfin, moi, à chaque fois que j'en ai entendu parler, ça se passait dans tous les folklores comme ça étaient très présents au sein de villages. Ouais, mais tu vois, mais tu vois et moins dans les grandes villes, en fait. Ouais, mais tu vois, les films de possession qui se passent dans des milieux urbains, ça existe aussi. Oui, mais il n'y a pas de folklore autour des films de possession dans les milieux urbains, tu vois. Genre dans l'exorcisme, c'est l'exorciste. Tu peux trouver des... J'en ai pas là qui me viennent, mais des films d'horreur du coup qui se passent dans des milieux urbains avec... tout un espèce d'ésotérisme autour, je pense que tu peux en trouver. Après, moi, je trouve que c'est bienveillant, en fait. Enfin, tu vois, Nîmes, coup, la chamane, du coup, dans The Medium, en vrai, elle est trop stylée. Enfin, genre, vraiment, dès le début... Oui, c'est ça, ils sont pas décrédibilisés. Non, bien sûr, mais c'est juste que je me demande, dans l'histoire, quand je regarde ça, je me demande, et je me pose la question vraiment, et c'est très ouvert, hein, c'est pas du tout un jugement et tout ça, mais je me demande ce que je regarde et j'ai l'impression de voir des espèces de patterns, notamment dans ce sous-genre de quel folk horror, tu vois, où on a toujours un petit peu, ce que je disais un peu en intro, c'est on a toujours un peu l'impression que le danger vient de la ruralité, genre délivrance, tu vois, je pense que peut-être le truc, c'est que là, en tout cas dans les deux films dont on vient de parler, en fait la nature c'est exactement écrase l'humain, et en fait, voilà, moi je pense que c'est ce retour un peu à la nature qui est important. Enfin, moi je trouve que c'est pas jugeant, justement, ces films-là. Je les trouve assez poétiques, presque. Ouais, ça se dit, bien sûr. Bien sûr, ça se dit, j'ai mon dico d'ouvert. Non, mais moi, je trouve que c'est ça, c'est ce rapport à la nature, aux forces de la nature qu'on a tendance à oublier. Parfois, bon, après, voilà, c'est du folklore, hein, mais moi, je trouve ça assez beau. Enfin, je trouve que c'est un côté très poétique dont on parle moins en ville, peut-être. Oui, parce que même dans The Wicker Man, ils expliquent qu'en fait, ils croient à la réincarnation. Et le policier qui est citadin, finalement, il est en mode vous êtes des blaireaux, c'est n'importe quoi. Bon, il est chrétien. Non, mais tu vois, t'as toujours un petit peu quand même ce rapport entre... donc là, dans ton film, là, dans le film que tu as choisi, The Medium, c'est
t'as la posture de celui qui filme, qui est le documentariste, dont on ne sait pas grand-chose, mais on a l'impression que probablement ils viennent pas du village, que c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Et t'as toujours la position du spectateur, de celui qui regarde, et celui qui regarde les atrocités se passer, c'est souvent ceux auxquels nous on se raccroche, et tu vois, qui ont un peu notre... Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, mais le truc, c'est que dans le film de Medium, en fait, on sait tellement rien sur des documentaires. Les caméramans. En fait, on les reconnaît même pas. Ils sont complètement ridiculisés. En fait, on s'en fout. On les voit une fois quand ils installent les cams. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de mise en scène. Ils parlent pas. Je les trouve pas très importants. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Et je trouve qu'en fait, le film est limite un bon documentaire dans sa première moitié, en tout cas. Moi, il y a vraiment des moments où j'ai eu l'impression de mater un docu assez contemplatif, sans jugement, du coup, sur des pratiques chamaniques. C'est ça, si on va voir c'est trop bien, ce qui se passe. Et sur Pôle emploi. Et il faut savoir que... en Thaïlande. Na Hong-jin, à peu près pareil qu'en France. C'est ça. Na Hong-jin, qui a co-écrit le film, lui, il a vraiment fait tout un voyage en Asie pour étudier justement la question des cultes et tout ça. Et alors, je ne connais pas du tout la Thaïlande, mais la Corée du Sud, un petit peu mieux. Et c'est vrai qu'il y a en fait un mélange en permanence, tu vois, des influences entre les chrétiens, enfin le chaman, tu vois, tout ça se mélange vraiment tout le temps. En fait, ça fait partie d'une double identité permanente, quoi. Ouais, donc je pense que c'est ça. Puis moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'en Asie, le fantôme et l'esprit, ils n'ont pas du tout la même place que les yokai au Japon, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est pas abordé pareil. Encore une fois, moi, je suis très nulle en folklore asiatique, mais du peu que j'ai vu, c'est vraiment abordé différemment en Europe moi je suis contente à chaque fois et j'ai pas l'impression d'être comme au zoo, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on me montre un truc avec absolument pas. Mais ça vient du fait aussi que des gens qui réalisent les deux derniers films dont on a parlé, du coup sont originaires aussi de ces régions, ont une certaine compréhension qu'un réalisateur occidental n'aurait pas, et là ça pourrait être un truc un peu voyeuriste ou zoo, comme tu disais, quoi, genre, clairement. Non mais voilà, je voulais vous faire réagir. Vous avez réagi, c'est très bien. Et je rajouterais juste une dernière chose. Moi, ce que j'ai adoré dans The Medium, c'est qu'il y a plein de petites idées comme ça, idées de trucs qui font vraiment très très peur. Genre la voix de bébé. La pleur de bébé. Ça me fait très très peur. D'ailleurs, c'est bien que tu dises ça parce qu'il a fait tellement peur, ce film, quand il est sorti en Corée, qu'il y a eu des cinémas qui ont programmé des séances avec la lumière allumée et qui ont distribué des bouchons d'oreilles. Tellement les gens avaient peur. Et ils ont dit non mais c'est horrible. Et en fait du coup ça a démotivé les gens qui l'avaient pas encore vu d'aller le voir. Et du coup ils ont dit non mais vous inquiétez pas, on laisse les lumières allumées, on vous donne des bouchons d'oreilles. Attends mais les gars ils font les pires films quoi en termes de... mais pour vous dire à quel point il a fait peur quand il est sorti. Et après il y a ta maman qui vient sur le côté et qui te touche la main. Tout va bien se passer. Bon. Sympa. Mais voilà. Mais le bah. film de Léo pourra parler d'un truc. Bah oui. Non, mais... Un truc, ouais. D'une chose. Belle transition. Le film de Léo, je peux vous dire, il va parler d'un truc. Léo va parler. Je pense qu'on est prêt pour France Culture. Appelez-nous aussi. Hein. On passe au film de Léo, effectivement. Voilà, tout simplement. Tu peux nous parler de ton truc. Tu peux nous parler de ton machin chouette, là. Moi, j'ai choisi un truc un peu chouette qui s'appelle The Ritual. I woke up last night. Look at this. Nothing has done that to you. You've done it to yourself. Why do you have to deny everything I say? Because I do not value your judgment. We need to be working together, man. Oh my God! What the fuck is that? Fucking hell, we don't know where we are! Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait peur. Ça fait peur. Les touristes anglais, encore une fois, qu'est-ce que ça fait peur. Oh la vache. Les coups de soleil. Hein. Ouais, protégez votre peau, nos amis britanniques. Le soleil fait ses ravages sur vous. Donc moi, je vais vous parler de The Ritual, qui est sorti en 2017, qui est un film de David Bruckner, que vous connaissez peut-être ou sûrement pour La Proie du Nombre ou le remake récent d'Hellraiser, que je conseille aussi, qui est plutôt réussi... Si on considère aussi toutes les suites de Hellraiser qui sont pas forcément terribles, là on retourne sur quelque chose de assez chouette. Mais La Proie du Nombre, c'est sorti après The Ritual, non ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est The Ritual, La Proie du Nombre et Hellraiser 2022. Ouais. Okay. La Proie du Nombre, qui est un film, je trouve, vachement intelligent quand même. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Sur avec les Rebecca twists. Hall, Je l'ai pas vu, il faut que je vois. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette. Et donc du coup, The Ritual, c'est l'histoire de 4 comparses britanniques qui partent en randonnée en Suède. 4 bonhommes. 4 bonhommes qui partent en randonnée en Suède après la mort d'un de leurs amis. Donc du coup, le film paraît assez classique sur le scénario, ou même dès le départ. Clairement, une bande de 4 potes qui partent en rando dans une forêt en Suède, qui rencontrent des locaux dans des locaux, des autochtones qui vénèrent une sorte de monstre chimère des bois. Un Jotun. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez classique, on pourrait dire dès le départ. Mais ça existe vraiment les Jotun, enfin dans le folklore. Oui, pas en vrai. En tout cas, les si, Jotun. peut-être. Ouais. Les Jotun. C'est un Pokémon. Peut-être dans le bois de Vincennes. Ouais. Il y a des Jotun. Ouais. Mais bon, ce film a des petits airs un peu de projet Blair Witch, donc du coup, il tombe en se perdant dans une forêt sur des animaux empalés contre les arbres, des petits boui-boui accrochés aux arbres, une petite maison dans la forêt, une petite maison en bois avec plein de trucs bizarres dedans, des sortes de petits hommes de paille, encore des hommes de paille, tu vois. Ah, mais oui, tout est lié. Donc voilà. Le rituel se crée au fur et à mesure du film, du coup, au fur et à mesure de leur déambulation dans cette forêt maudite, quoi. Mais en fait, ce film qui paraît assez classique, du coup, il y a quand même quelques points qui en font pour moi quelque chose qui dépasse le simple film de folk horror ou le film de bande de potes perdus dans les bois à qui il arrive des trucs pas cool. Ouais. Donc déjà, voilà, on n'est pas sur un groupe d'adolescents, mais d'adultes qui sont en deuil et qui font une sorte de voyage initiatique pour faire leur deuil, en fait, quoi. Bon, après, ils auraient pu aussi en discuter de la part de leur ami et faire des séances de thérapie, mais ils ont choisi de faire une rando en Suède et de ne pas en parler. Ouais, 6 mois après. Voilà. Avec des chaussures de ville. Ouais, chacun a ses solutions. Mais du coup, cet événement traumatique qui les hante va se traduire dans leur cauchemar la nuit, notamment avec un des personnages en fait qui se remémore du coup de façon très cauchemardesque la scène de la mort de son pote, du coup, dans un liquor store en Angleterre. Et en fait, c'est un peu pour moi ce qui fait de ce film une proposition intéressante sur le deuil et l'événement traumatique. C'est que, du coup, la nuit, ces cauchemars, en fait, apparaissent dans la forêt, donc mêlés à la forêt, réapparaît cette espèce de magasin obscur, éclairé par des néons blafards la nuit en banlieue de Londres. Où il revoit perpétuellement cette scène où on le traite de lâche, où en fait l'impossibilité d'avoir sauvé son ami le hante. Et franchement, en fait, la mise en scène est vraiment pépite. Et moi, j'ai trouvé ça très très chouette, la façon dont c'était mis en scène. C'est bien construit, ça apparaît au bon moment. La séparation du coup entre la forêt et le magasin qui commence est très bien foutue. Et donc voilà quoi, globalement j'ai trouvé que c'était un peu le point du film qui le faisait un peu ressortir du lot. Et ensuite du coup au fur et à mesure nos 4 amis se retrouvent confrontés à une sorte de secte qui vénère un dieu des bois, un dieu chimère qui ressemble un peu au cerf dans Mononoke par exemple, mais qui est vachement bien. J'aime bien la créature. Ouais, c'est très chouette. Il est trop bien fait. Il est trop bien fait, ouais. Il est très grand, il fait bouger les arbres comme ça. Il empale des gens aux arbres. On le voit assez tard, on le tease beaucoup dans le film. Et quand on le voit pour la première fois, on n'est pas déçu. Ouais. Vraiment, on s'attend à un truc et c'est pire encore. Ouais, j'ai souvent vu des monstres décevants dans mes films d'horreur qui proposaient un teasing de ouf pour au final te montrer un vieux truc tout pourri en CGI. Mais là, le monstre a de la gueule. On est clairement dans une ambiance folk horror, un peu comme dans The Wicker Man. Après, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a aussi tout un truc qui relève du fantasme. Là, on a du coup une créature et une sorte de secte aux inspirations vaguement nordiques sur le paganisme et tout. Si tu sais pas que c'est en Suède, tu peux même pas localiser que ça l'est. Exactement. On est un peu sur le fantasme parce que je trouve que dans le film c'est amené de manière un peu criarde et un peu cliché.
Et du coup, moi je trouve que c'est là où le film c'est un peu problématique, je trouve, ouais. Mais après, voilà, moi, je trouve que le film est vraiment à garder pour toutes ces séquences oniriques, cauchemardesques, qui sont très bien foutues. La fin, donc du coup, les rituels en tant que tels dans cette communauté qui vénère ce dieu de la forêt. Dans l'enchaînement des séquences, je trouve qu'il est assez bien rythmé aussi. C'est très bien rythmé. Je m'étouffe de ça va, coupe-moi quoi, avec Tatou. C'est le Prosecco, c'est le Prosecco. C'est le Prosecco, ouais. Chaque enregistrement, il y a du Prosecco, c'est à vous le dire. Mais ouais, voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le parcours de deuil pour arriver jusqu'à ce paroxysme du coup de cette scène dans le village de la secte, quoi. Mais du coup aussi, c'est pour ça, je trouve que le film veut un peu dire ce parcours de deuil, il est éclaté en fait, quoi. Ne faites pas ça. Ne choisissez pas ce parcours de deuil pour parler de la mort d'un ami, ça ne marche pas, vous allez finir dans une forêt perdue et dévoré par un monstre, dévoré par votre deuil en fait, quoi. Et du coup, le propos du film est assez réussi là-dessus. La forme du coup que prend la créature horrifique et les autochtones de cette secte, un petit peu moins. Mais bon, Camille, je sais que toi tu as pensé ça aussi. Oui. Donc, moi, j'avoue que j'ai adoré tout le début du film, parce qu'il faut dire que c'est un film très court, qui fait 1h30, et qui est quand même très efficace. Tout le début, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ça m'a fait un peu penser à The Descent. Ouais, carrément, ouais. Qui est quand même une référence et tout. Là où c'est intéressant, c'est... Toi-même, tu sais. C'est aussi sur les 4, parce que tu dis le rituel, évidemment c'est le truc chamanique et tout. Ouais. Enfin, païen, voilà, on va dire un truc comme ça. Oui, voilà. Païen et le paganisme. Ouais, c'est pas facile. Et le truc, c'est qu'en même temps, dès le début, il y a le rituel. Oui, en fait, parce c'est-à-dire qu'ils ont un petit enregistreur vocal où ils laissent un message à leur ami. Surtout, tous les ans, manifestement, ce groupe d'amis de l'université, en fait, se pose la question de où est-ce qu'on va faire notre week-end bachelor où on va s'en foutre derrière les cravates. Notre week-end cœur des hommes, quoi. Exactement. Et donc, ils se disent, ah non, Ibiza, on est trop vieux, ah machin, ça on est trop vieux, ça machin. Et donc, arrive l'idée de faire peut-être une petite rando. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi un rituel, en fait. C'est un truc, tu vois, qui les soude et tout. Le rituel de l'alcool aussi, du coup, absolument. dans le film, moi, petite analyse, je pense qu'il y a un truc effectivement qui est assez intéressant sur les personnages, c'est qu'en fait c'est vraiment un groupe de mecs anglais qui boivent beaucoup, qui se réunissent beaucoup pour boire et tout, et il y a pas mal de les Anglais discussions. Ne boivent pas, c'est quoi le faux. Il y a beaucoup de discussions qui tournent en fait autour simplement de la bière, quoi, et ils vont en fait ils vont boire un dernier verre parce qu'il y en a un qui veut absolument boire un dernier verre, et c'est là que la mort intervient. Et donc je pense qu'il y a un truc par rapport à l'alcool, par rapport à l'impossibilité pour les garçons de se parler entre eux. Exactement. Et de se dire les choses. Donc ça, j'avais bien aimé. J'ai trouvé que c'était en plus très beau. La photo est très chouette, ouais. Et du coup, moi, ces passages oniriques, je les trouve vraiment très très beaux, quoi. Ouais. Et par contre, petit bémol, parce qu'apparemment, il y a, je ne suis pas météorologue, mais il me semble qu'en Suède, quand même, tu sais, il y a 6 mois de l'année où il fait jour tout le temps, et puis il y a l'autre partie où en fait il fait nuit beaucoup. De nuit, ouais. Et en fait là, on ne sait pas trop. On est entre les deux. Mais donc en fait, moi, je pense qu'ils s'en sont foutus complètement du contexte de leur film. Après, moi, je trouve qu'il fait très vite nuit, quand même. En fait, ça dépend des endroits de la Suède parce que ça s'étend beaucoup en. Ouais. Tu vois, je fais le signe là, c'est pas du tout radiophonique, mais. Il fait un signe de longueur. Il étend ses le mains. signe du saucisson. Voilà. Ouais. Mais non, ça s'étend beaucoup, donc probablement que la durée jour-nuit est pas la même en fonction de là où tu te situes en latitude. En latitude. Ouais. Je sais pas, je sais jamais latitude-longitude. Moi, je trouve que ça dure pas longtemps les journées quand même. Après, il y a beaucoup d'ellipses, mais je trouve que c'est très rapide en général. Ouais. Non, pour. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas ? De la météo, tout ça. Ouais, la météo. Non, mais en tout cas, moi, j'aime bien le film, mais au-delà du film, encore une fois, je suis un petit peu acquis à la cause de David Bruckner parce que je trouve que c'est un type qui a un talent incroyable de metteur en scène. C'est-à-dire que si on se sépare effectivement de la fin du film, qui est à mon sens pas complètement réussie, je suis d'accord aussi. C'est quand même un type qui arrive en moins d'1h30, parce que j'ai regardé en fait le film dure 1h34 et il y a 4 minutes de générique, donc 1h29, 1h30 quoi. Dans un mouchoir de poche en termes de format,
arrive à faire tenir une intrigue qui est assez complexe et avec une scène d'exposition qui est d'une efficacité mais incroyable. C'est-à-dire que dans la scène d'exposition, tu as les enjeux entre les différents personnages dans ce groupe d'amis qui sont exposés, et puis tu as en même temps... Il a failli renverser son verre. J'en renverse mon verre de joie. Et tu as en même temps le meurtre qui est finalement le début de l'histoire, le début de l'intrigue, le meurtre du cinquième comparse qui a lieu. Avec les enjeux entre le personnage de Luc qui se sent coupable du meurtre de son ami et le reste de la bande d'amis, et tout ça est exposé en très très peu de temps. Et ça c'est je trouve de la part de David Bruckner un vrai talent de mise en scène, c'est-à-dire de dire beaucoup de choses en très peu de temps. Et donc probablement c'est comme je trouve ça du coup je reviens encore une fois sur les scènes qui me plaisent le plus, c'est pareil en fait, arriver du coup, ça aurait pu être des flashbacks assez douteux, les scènes du coup où il se remémore l'événement traumatique de la mort de son ami. Il a choisi en fait de mêler le contexte de son film à ses remémorations douloureuses pour le personnage, et de vraiment mêler les deux, même à l'image en fait et même dans la mise en scène. La forêt se mélange, la lumière intervient pendant son sommeil à travers la fenêtre de la maison, et quand il passe le seuil de la porte, il arrive dans le magasin. Et genre, effectivement, c'est vraiment assez bien fait, je trouve. Donc c'est une certaine maîtrise. Moi, je regrette juste un tout petit peu que ça soit justement tout ce que tu disais par rapport aux personnages, tu vois, qui effectivement dès la première scène sont très bien posés, parce qu'il y a aussi un rapport à l'âge, tu vois, c'est un groupe qui s'est connu à l'université, etc. Et puis là, ils ont à peu près, je sais pas, entre 35 et 40 ans, un truc comme ça. Et Luc, donc qui est le héros, clairement, c'est celui qui veut pas grandir, en fait, qui est dans un truc, tu vois, de vous êtes devenus chiants, vous avez tous des femmes et des enfants et machin. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est pas assez tiré après, tu vois. Parce qu'on a tous notre Luc. Oui, c'est ça. Dans notre bande de potes. Effectivement, mais... Peut-être que c'est nous, même. Peut-être qu'on est des Luc. Je suis Luc. Je suis ton père. Non, mais effectivement, c'est peut-être des choses qui sont pas assez travaillées après dans le film, mais c'est quand même des choses qui sont... c'est quand même des comment dire, des positionnements des personnages les uns par rapport aux autres que tu sens en permanence dans le film. Tu vois, et lui, il va prendre... tu sens qu'il gagne, qu'il grandit en fait, au cours de cette expérience, qui va passer de celui qui est le type qu'on traîne, qui est un petit peu à la traîne, à celui qui est en fait en bonne santé, qui n'a pas d'entorse, qui n'est pas traumatisé, qui est pas... Voilà. Et petit à petit, en fait, il va se mettre à protéger en fait, ses amis qui sont en difficulté et les autres. Et voilà. Et donc, moi, je trouve le film est bien construit dans ce sens-là. C'est un film de l'efficacité, ça n'a rien à voir avec les films précédents dont on a parlé. C'est chouette aussi parce que du coup, en fait, on voit, si vous regardez du coup les autres films de David Bruckner, on voit aussi une évolution dans son cinéma. Bien et sûr. Du coup, ce qui est assez chouette à voir, c'est qu'il a gardé cette mise en scène chiadée, du coup, ce goût pour un certain onirisme, par exemple dans La proie du nombre. Là, c'est assez brillant, je trouve, dans la réalisation, dans la mise en scène. Il a un peu, du coup, mis de côté les trucs qu'on reproche au film, je pense, du coup, sur les facilités de la fin, les monstres et les autochtones menaçants, tous les trucs qui relèvent du fantasme dont on a parlé, qui nous dérangeaient un peu. Dans ces films suivants, clairement, ça n'y est plus. Et ça devient vraiment génial, genre la proie du nombre, en termes de mise en scène. Moi, j'avais pas vu un truc comme ça depuis longtemps quand je le regardais, et ça m'a mis quand même une petite claque, quoi. Très, très bien. Mais je suis impressionnée de tout ce que vous avez à dire sur ce film, parce que moi j'ai pas autant de trucs à dire intellectuels. Non, mais il est un peu con, le film, en vrai. Ouais, il est pas... Par rapport à... Putain, mais moi je suis un peu enfin, je suis pas déçue, mais je suis un peu choquée de ce que vous dites, parce que moi T'as bien aimé la fin, non? Mais moi c'est un de mes films préférés. En fait, depuis que je regarde des films d'horreur, c'est un des films... depuis que j'ai plus vraiment peur des films d'horreur, c'est un des films qui m'a fait le plus peur. Et je l'ai maté dans mon appartement parisien. Donc vraiment, il n'y avait pas de... Tu vois, j'étais pas dans un... Après, la lumière est bien gérée. Mais moi, j'ai pas dormi de la nuit, en fait. Enfin, j'ai eu très peur. Aux lampes torches, là, comme ça, en mode camping, en pleine forêt. Moi, c'était horrible. La nuit que j'ai passée après l'avoir vu la première fois, alors là, je l'ai revu, je me suis dit, bon, ok, tranquille. Mais la première fois... Moi, j'ai fait la sieste devant. La honte.
Moi, il m'a vraiment fait très très peur et en même temps, je trouve ça super ce que vous dites parce que j'apprends plein de choses et j'avais pas du tout intellectualisé le trauma et le rituel ensemble. Donc, le fait que la nuit arrive, le trauma se manifeste et donc justifie le rituel. Dans le scénario, je veux dire, j'avais pas du tout compris. Enfin, c'est pas que je l'avais pas compris, c'est que je l'avais pas cherché parce que moi, le film m'avait suffi. Oui, parce qu'il est dans son contenu comme ça. Ses effets, Voilà, je m'étais dit, ce film me suffit dans ce qu'il me propose, mais je trouve ça super intéressant ce que vous dites là-dessus. Moi, je voulais juste faire un petit point sur les 4 films dont on a parlé. Dans les rituels, j'adore tous les films de rituels, tous les films de folk horror et tout, mais ce qui me déçoit à chaque fois, c'est de ne pas voir. Moi, j'ai vraiment un truc... comment on dit, Brice, dans le BTS, on nous avait parlé de la pulsion scopique. Pulsion scopique, c'est ça. J'ai ce truc... bravo, merci. C'est toi, c'est Lola la dico maintenant. Il y a ce truc vraiment, moi, de visuel, vous pourrez aller voir la définition de la pulsion scopique, mais qui est une satisfaction presque un peu perverse de ce qu'on nous montre. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends quand je regarde un film dit horrifique. Ça peut être un thriller, ça peut être très psychologique, ça peut être, voilà. Mais moi, j'aime qu'on me montre des choses. Et dans les rituels, on montre pas mal de choses, mais en même temps pas beaucoup. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les monstres qui sont adorés, adulés, qui sont proposés dans les films de rituels sont pas vraiment montrés. Et dans tous les films dont on a parlé, on les voit pas. Alors, on voit quelques scènes un peu horrifiques, mais je trouve que dans The Ritual, on le voit et on n'est pas déçu en fait. À aucun moment, on l'attend parce qu'il arrive au bout d'un certain temps. Après, c'est vrai que c'est aussi un risque de montrer, de construire l'image mentale. Tu la casses complètement en fait. Oui, non, mais c'est hyper dur. Et moi, c'est ce que j'adore avec ce film, c'est qu'en fait, moi qui ai vu beaucoup de films comme ça où t'attends, tu t'imagines un truc absolument atroce, et ben en fait on te le propose et t'es en mode en fait c'est pire que ce que j'imaginais. Et ce monstre, il est horrible en fait. Et vraiment moi il répond à toutes mes attentes et plus encore. Et moi qui suis très adepte, très friand, comme un friand fromage, friand. Ouais, voilà, c'est ça. Freelance. Non mais voilà, moi qui adore qu'on me montre des choses, je trouve que quand on me montre ce monstre, cette entité qu'on adule, qu'on vénère et tout, je suis trop contente en fait. Enfin, j'ai très très peur, mais je suis ravie de ce qu'on me propose en termes visuels. Et voilà, moi c'est ce que je voulais dire sur The Ritual, c'est que vraiment, en tout cas, on peut parler de ce qu'on veut en termes de scénario, voilà, le monstre. On n'est pas déçu. Et si vous aimez les monstres et si vous aimez avoir peur des monstres, ce monstre fait très peur et il est, je sais pas de quelle imagination il sort, je sais pas comment le réalisateur se sentait à ce moment-là, mais il nous a créé un truc. Il m'a fait penser au monstre de Men. Ouais, un peu. Oui, un truc protéiforme, un peu. Moi, ça m'a fait penser mais c'est une chimère. En fait, ouais, mais c'est ça, c'est une ça, c'est vraiment une espèce de cerf. Ouais, mais qui a des yeux, des bras au milieu des... Enfin, c'est un cheval mélangé avec... Franchement, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Jamais je l'aurais créé avec mon propre inconscient, tu vois. Et là, il nous balance un truc en pleine gueule et je suis en mode, bon, d'accord, c'est immonde. Après, le gros point de différence, je trouve, avec vos films, c'est que là, on est dans une représentation occidentale, du coup, du monstre et du... Là, il n'y a pas... C'est très manichéen, quand même. Le monstre, il est méchant dans le film, hein. Clairement... Il mange des gens, quoi. Et il les accroche à des arbres après, quoi. Oui, mais moi, je trouve que dans les films comme ça qui parlent de rituels et de religion, après on fera peut-être d'autres thèmes sur ces sous-thèmes-là, mais d'autres épisodes sur ces sous-thèmes-là, mais je trouve que c'est très compliqué de comprendre ces films-là, de pourquoi on crée des rituels autour de ces événements, de ces croyances, en fait, qu'est-ce qui justifie de faire de telles réunions de gens avec de telles... c'est des fêtes presque, tu vois, qu'on crée autour de... on fait des événements, on rassemble beaucoup de gens, on fait des trucs on sacrifie des animaux, on brûle des trucs, on mange des trucs, il y a de la musique, il y a des danses, et j'ai toujours du mal parce que moi,
je suis pas croyante et c'est un peu un truc qui est obscur pour moi et qui me fait peur, et en même temps j'aime bien quand on me montre ce que ces gens veulent me dire en fait par leur rituel. Et je trouve que ton film, Léo, pour ça répond bien à mes attentes à moi. Maintenant, je conçois que ce soit pas moi, pareil vos deux films répondent plus à mes attentes à moi. Ouais, bah, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est plutôt le The Strangers et. Ouais, moi j'aime bien. Mais ça, mais vous avez une conception de la foi qui est peut-être différente. Enfin, peut-être en fait, différente, mais je pense que je préfère une vision où du coup l'invisible et le fantôme et tout cet imaginaire-là est pas classifié comme quelque chose de foncièrement mal ou enfin du coup maléfique et plus une manière de lire le monde qui nous entoure, qui est peut-être plus actuel ou pas, en fait on s'en fiche, mais je trouve que j'y vois une certaine poésie en tout cas, quoi. Ouais, mais les deux sont... Enfin, franchement, moi je trouve que tout est très intéressant là-dedans. Et rien à voir, mais je voulais faire un petit point Camille, où je vous ferai une photo de la gueule de ses notes, parce que c'est vraiment c'est fantomatique. Hilarant. Vraiment, ça vous montrera notre professionnalisme. Camille, notre chamane. Notre druide. Chamane Camille, ouais. Notre druide. Et on a un autre chaman. C'est toi le druide. On a un autre chaman, c'est Brice, le chaman du son. Ah oui, c'est vrai. Qui fait de la potion magique. Et qui nous dit quand c'est trop long. Avec sa goudale. Ouais. Avec les 4 entrées de micro. Ces canettes de 8-6. Et donc on remercie pour avoir capté cet épisode interminable, parce que vous avez parlé. On a fait que de parler, mais c'est la chaleur. Ah ouais, là vous étiez parti. Je ne voulais pas vous arrêter, mais on est obligé de s'arrêter. Ouais, ça fait 3h45 qu'on parle. Voilà, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de se raconter ce qu'on a fait dimanche dernier, tout ça. Et voilà, vous avez fait quoi dimanche dernier? La transition est catastrophique. Non, mais c'est pas grave, c'est à l'image de toutes nos transitions. Vous voulez que je commence? Vas-y, commence, ça a l'air très intéressant. J'ai fait un... Attends, préparer le truc, hein. Je le sais maintenant, ça fait 6 épisodes. Non, alors moi, dimanche dernier, alors il y en a eu plusieurs depuis le dernier enregistrement, mais en tout cas, j'ai profité d'un des dimanches pour réécouter un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bob Mould. Il a un nom rigolo. Mould. C'est marrant, Mould. Bob Mould. Bob Mould, un artiste américain qui a une 60aine d'années, donc qui est un musicien et qui a eu une carrière dans l'ombre. Pendant l'intégralité de sa carrière, il est encore actif, mais il est toujours pas connu. Et c'est nous dans 6 ans. Et il a commencé très jeune avec un groupe de punk dans les années 80 qui s'appelait Ushkurdu, que je vous je connais, ouais. Que je vous recommande d'écouter, qui est probablement ce qu'il a fait de plus connu, notamment un album très notable qui s'appelle Zen Arcade, et qui est un album qui est génial à écouter encore aujourd'hui. Et puis après, une carrière solo qui a commencé à la fin des années 80, en 88-89, truc comme ça, où il sort son premier album qui s'appelle Workbook et qui est un chef-d'œuvre que je vous conseille d'écouter. Il s'est enfermé pendant des mois dans une maison à la campagne pour l'écrire, en refusant de sortir avant d'avoir terminé cet album, et ça se sent, c'est super. Il a également eu un groupe qui s'appelait Sugar dans ces années-là. Ça veut dire sucre. Ça veut dire sucre, avec qui il a fait 2 albums qui sont très chouettes. Voilà, je vous conseille d'écouter Bob Mould. Putain, on n'a pas fait les traductions. Les traductions québécoises, je suis en train de penser. Mais... Ouais, bah, c'est pas grave. Léo est très frustré. Très frustré, oui. Et voilà, et donc toi Léo, t'as dimanche dernier, ou celui encore d'avant, je sais pas. Moi dimanche dernier, j'étais au mariage de ma sœur, qui s'est mariée à Charny, en Bourgogne. Ah, Charny en Bourgogne. Super bourgade. On connaît bien. C'est quelle sœur? C'est la plus jeune, mais qui est quand même plus vieille que moi. D'accord. Voilà. Mais c'est clair? C'est Claire? Non, c'est Maud, pardon. Oui, c'est vrai que... Oui, t'as une sœur qui s'appelle Claire. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Dédicace. Big up à mes bravo, sœurs. félicitations Maud. Et toi, t'es toujours pas marié, Léo? Non. Après toutes ces on années. dirait mes parents. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Félicitations Maud. Ouais. Bravo. Bon, Lola, tu fanfaronnes. Moi, c'est parti. Moi, j'ai fait un truc super dimanche dernier, pour une fois. C'est Thomas qui m'a dit de dire ça parce que je savais pas quoi dire. Non, ils font jamais leur devoir. Non, je suis allée à un super concert que mon frère d'amour m'a offert, et je dirais pas quel frère, mais je suis allée voir le concert d'Always. C'était où? Mon frère d'amour.
C'est gênant. Trabendo. Au Trabendo. Ah, c'est trop bien, Trabendo. Ouais. Voilà, et c'était très chouette. J'étais jamais allée au Trabendo, et c'est un groupe de rock indé canadien. Et j'ai adoré. Enfin, je connaissais déjà, et c'était vraiment très chouette. Et on s'est bien dandiné, donc c'était cool. Vraiment, voilà ce que vous pouvez faire le dimanche. Quand vous n'êtes pas en train de déprimer, de faire de la soupe, de filmer des femmes qui accouchent ou de faire des trucs bizarres chez Ikea. Vous pouvez faire ça. Et ben moi, vu que personne ne me demande, Camille, c'est bon. La chamane qui s'écroule. J'ai fait un petit rituel. T'es chez le psy, on sait très bien. Non, pas le dimanche. Non, le dimanche, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai soutenu un petit créateur, pas du tout. Je suis allée voir Spider-Man, le dernier. Oh, apparemment, il est trop bien. Oui, c'est très bien. Le truc du métaverse. Métaverse, dans le métaverse, du Spider-Verse, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment du multivers, du métavers, du Spider-Verse. Tu recommandes du coup quoi. Ouais. C'est l'animé, c'est ça ? Ouais, trop bien. Au cinéma. Ouais, j'avais moi j'avais bien aimé le premier, mais c'était très bien. Super le premier. Ouais, j'ai très envie d'aller. Donc voilà. Et c'est bien. Moi j'ai 8 ans. Ouais. Non mais c'est tout public, hein, c'est vraiment génial. Et tu tires tes toiles. Okay. Bon Thomas, il est temps de conclure. Pépé il va aller se coucher là, parce qu'il est tard. Il va mettre la viande sous le torchon. Bon merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ces 1h combien ? 40. Ouais, cet enfer d'1h40. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Et encore une fois, j'ai le Laserman de Brice sous la jugulaire pour vous dire que il faut absolument que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux ? C'est Facebook et Instagram, mais pas TikTok parce qu'on est trop vieux. Ouais. Suivez-nous, sinon les esprits vont nous tuer, s'il vous plaît. Voilà, suivez-nous, mettez-nous des commentaires, dites-nous c'est bien, dites-nous c'est pas bien. Suggérez-nous des thèmes. Si c'est pas bien, dites-nous. Oui, si c'est pas bien, vous pouvez nous le dire, mais gentiment. Et puis suggérez-nous des thèmes, n'hésitez pas. Enfin, nous, on serait contents. On a une liste, mais on est toujours preneurs de bonnes idées. Voilà, merci encore. On vous souhaite une super bonne soirée, un super bon dimanche, et on vous dit à bientôt. Bisous. Salut tout le monde. Au revoir.